Bienvenue à tous sur le Processus Talk. Aujourd'hui, c'est notre premier intervenant et pas des moindres, j'ai envie de dire, parce que franchement, c'est un idole pour tous les deux. Bon, par contre, il a quand même refusé de filmer en extérieur. Oui, quoi. vraiment. Désolé les gars, j'ai foutu en l'air votre configuration initiale. Donc du coup, on a avec nous K-Swiss, aka Kevin Ferreira. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on va faire un podcast un peu différent de tout ce que vous avez l'habitude de voir. On va pas le laisser se présenter pendant 1 heure parce qu'on a envie de discuter avec lui et que vous ayez une discussion la plus poussée possible. En tout cas, si vous voulez avoir une présentation de Kevin, vous pouvez aller sur le podcast de Quentin Randis, Biceps et Mindset, où tu fais une énorme présentation de toi, ton tout parcours aux USA et tout. Ouais. Mais si tu dois te présenter très rapidement, brièvement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui t'es, sans éparpiller tout le parcours, quoi. K-Swiss, c'est mon acronyme, c'est mon blaze. Kevin Ferreira, comme tu l'as dit, coach sportif, préparateur physique et entre guillemets aujourd'hui formateur. J'aime pas trop ce terme, mais c'est le terme qui tombe dans la catégorie dans laquelle j'exerce à l'heure actuelle. Voilà. Pourquoi t'aimes pas le terme formateur ? Je sais pas, je trouve ça un peu hautain. Mais je vois. Non, j'aime bien. C'est pas. Moi, j'aime bien l'idée de partager en fait. Ah ouais. Donc, au lieu de plutôt que cette idée de se mettre au-dessus et de se dire voilà, ça c'est ma vision des choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, c'est plutôt hey, prenez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qu'il y a à laisser. Et la connotation qu'on utilise derrière le terme formation, parfois, c'est un peu strict, c'est un peu autoritaire. Et c'est pour ça que parfois j'ai du mal à l'utiliser, mais bon, c'est le terme à utiliser. Sauf si vous en avez un autre pour moi. Moi, je sais pas, mais je trouve que le terme de formateur te va bien et que t'amènes un peu un vent frais avec ce terme-là, parce que tu vois, j'ai participé au séminaire et la première chose que tu dis, c'est ok, aujourd'hui, je vous présente mon système, mais il est biaisé parce que c'est le mien. Et du coup, moi, je trouve ça ouf de voir à quel point. Moi, je te l'ai dit, pour moi, tu es le boss final. Merci, j'apprécie. Et c'est ouf de voir cette humilité que tu as et de dire, ok, ce que tu viens de dire, prenez ce qu'il y a à prendre et laissez ce qu'il y a à laisser et puis allez chercher ce qui vous manque. Quoi. T'es en train de dire qu'on a commencé par le boss final. Ouais, le premier intervenant de notre podcast. Moi, ça me fait plaisir, comme je dit, si je peux vous soutenir, c'est pas parce que vous participez à mes formations ou autres, je l'ai fait avec plein d'autres. Moi, je préfère donner de la force à ceux qui en ont besoin et qui sont passionnés. Moi, on me l'a pas donné. Moi, j'ai tout pris par moi-même. Et je sais que c'est un milieu parfois où les gens font des collaborations par intérêt dans le but de faire croître leur propre audience. Moi, je fais pas ça encore une fois pour ça. Je fais ça par amour. Donc, j'espère qu'on va pouvoir booster votre truc. Let's go. J'espère. En vrai, nous, on le fait parce que voilà, on va avoir des intervenants qui sont pertinents dans le domaine, mais aussi parce que pour nous, t'es notre formateur en fait. J'apprécie. Toi, t'aimes pas le terme formateur, mais moi, perso, dans les formations qu'on a fait, Nathan Staps, moi, BPGEPS, on a des formateurs et je te connaissais même pas en présentiel ou quoi que ce soit. J'ai juste appris à te connaître sur les réseaux sociaux, via ce que tu fais dans tes formations, ce que tu fais, tous les contenus gratuits aussi, les podcasts, les vidéos YouTube, tout ça. Et pareil, au départ, je regarde, je dis, mais c'est qui lui ? Enfin, il raconte tout ça. Puis tu regardes une vidéo, 2 vidéos, un podcast, 2, 3... Puis t'apprends et tu te dis ok, mais c'est pas faux ce qu'il dit. Puis au final tu te formes grâce à toi jusqu'au moment où tu viens en payer. Donc en fait, peut-être que toi t'aimes pas ce terme formateur, mais honnêtement je pense que c'est le terme qui te va bien. Après, peut-être qu'un jour nous on sera formateur aussi, j'en sais rien. Je vous le souhaite. Moi aussi je me le souhaite, mais en tout cas pour le moment avec mes 20 ans, moi j'ai pas la légitimité de me dire je vais former quiconque en fait. Mais tu vois, on a commencé ce podcast déjà et au début on a hésité, surtout moi. Jen, il était chaud, il voulait direct partir. C'est un peu une tête brûlée. Il est jeune, il est exubérant. Moi, mais mec, on n'a pas la légitimité pour. Et un jour, il me dit je viens d'écouter un podcast de Sean. Déjà, on s'est rencontrés grâce à lui. Et il lui fait. En gros, il dit dans ce podcast un des regrets que j'ai, c'est d'avoir attendu, d'avoir de l'expérience avant de collaborer avec d'autres personnes. Et du coup, je me suis dit ok, allez, on le fait. Et on a démarré la semaine d'après, on a filmé le premier épisode. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as ce même raisonnement-là ou pas ? Le raisonnement qui est de quoi ? De me dire je fonce même quand je suis pas prêt ? Ouais, ou en tout cas aujourd'hui de collaborer avec des gens du milieu. Non, moi je pense que si j'avais l'envie de collaborer avec des gens du milieu, je le ferais. Après, je comprends ce sentiment de ne pas se sentir légitime à l'heure actuelle, de ne pas se sentir prêt. Et je pense qu'en fonction de l'individu qu'on a en face de nous, c'est plus ou moins simple d'approcher la personne. J'espère qu'avec moi, c'était simple de m'approcher. Malgré Gianni, désolé, je ne réponds pas au DM tout de suite. Non, mais c'est normal. J'ai un peu de retard.
Juste pour parler de ça, moi, j'attendais aucune réponse. Honnêtement, j'y suis allé. Je suis rentré un soir après le boulot à 21h. J'ai dit, j'ai envie qu'il y ait K-Swiss sur mon podcast avec Nathan. Notre podcast, désolé. Il me fait la reproche à chaque fois. Et, j'ai envoyé et franchement, le lendemain matin, j'étais en train de répondre à Sean. Mince. Et je reçois un message de toi. Je regarde mon père, je dis, c'est pas possible. Genre, il vient vraiment de répondre. Enfin, bref. C'est une rockstar pour ouais. moi. Non, mais vraiment, moi, je m'attendais. Franchement, j'y allais. J'ai dit, qui ne tente rien n'a rien. Ouais, non, moi j'invite à utiliser cette mentalité. Et je l'ai dit aussi durant le séminaire, toi Nathan, tu étais présent. Où, moi, les premiers athlètes avec qui j'ai travaillé, j'ai envoyé un DM. Ah oui, c'est vrai, t'as déjà parlé de ça. C'est des histoires, c'est véridique. Après, c'est vrai que quand je l'ai fait, je me sentais légitime et prêt à le faire. Donc ça, c'est un sentiment personnel que j'avais. Et je pense que vous l'étiez également parce que vous aviez déjà quelques épisodes, vous avez la caméra, vous avez les micros, etc. Donc vous partez pas de zéro. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, bien sûr, moi, j'invite tout le monde à... C'est compliqué un peu comme question parce que j'invite pas tout le monde à se lancer, même quand on n'est pas prêt, tu vois, à 100% dans le milieu professionnel, je dirais. Ouais. Parce que je pense qu'on doit respecter certains codes, ça c'est véridique, mais une fois qu'on a respecté ces codes, ces standards qui au final sont personnels et subjectifs, et bien à ce moment-là, je pense qu'il faut se lancer, effectivement. Il faut se lancer parce que sinon tu regretteras de ne pas l'avoir fait. Et je pense que c'est cette motivation qui a fait que tu as voulu éventuellement te lancer. Bah là, on va pas regretter, je pense. Mais on regrette pas, là. Mais aussi, sur ce point de vue un peu formateur et préparateur physique, en fait, tout simplement, c'est Nathan, il est un peu plus solide que moi, on va dire. Toi, tu es encore plus solide que nous. Et ça donne tout de suite envie de travailler avec toi. Ouais. Si on nous met tous les trois dans la rue et on dit on est tous les trois préparateurs physiques, vous choisissez lequel, sans connaître les compétences de quiconque, les gens ils vont forcément aller vers la personne la plus solide. Donc en tout cas, moi je parle personnellement, mais pour moi c'est un peu difficile dans un sens de dire je suis préparateur physique, je pèse 60 kilos et je suis pas très dessiné et tout, mais en fait mon métier c'est préparateur physique, c'est pas athlète. Ouais. Et ça je trouve que c'est un gros frein entre guillemets dans la légitimité. Ouais. Moi, je pense que ce sont deux aspects qu'on ne peut pas dissocier. C'est clair que ton apparence ne va pas te dicter tes compétences professionnelles. Ça, c'est un fait, qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, je pense que dans l'industrie du fitness, et c'est pour ça que j'invite tous les participants au programme à pratiquer sur eux avant tout, c'est qu'au final, le corps ne ment pas. Si tu as pratiqué sur toi, eh bien, tu vas avoir des résultats. Okay, et ça montre que tu as au moins accumulé une source d'évidence qui sont les anecdotes personnelles, la pratique personnelle. Et c'est une source d'évidence qui n'est pas à négliger. Tu vois. Donc, est-ce que tu dois ressembler à un bodybuilder? Non. Est-ce que je pense que tu dois expérimenter différents terrains dans ta préparation physique? Oui. Et en explorant ces différents terrains, eh bien, tu vas développer ton physique. Tu vois. Et je pense que c'est important de le faire. Alors, encore une fois, tu n'es pas obligé d'aller dans l'extrême. Mais je pense que dans ta situation, eh bien, je prendrais ça comme un challenge personnel et me dire, moi, mon look, c'est ma carte de visite. Donc, je vais essayer d'améliorer ma carte de visite. Et en plus de ça, tu vas en apprendre plus parce que si tu cherches à développer vraiment ton côté esthétique ou certaines performances, eh bien, tu vas peaufiner certains détails, te dire, ok, ça fonctionne, ça fonctionne pas. J'ai lu dans la littérature que ça fonctionnait d'une certaine façon, mais sur moi, j'ai dû adapter ça, tu vois. Et c'est là où ça devient super pertinent. Donc, je pense qu'il faut vraiment... certes, il ne faut pas s'attarder que sur le look, mais je pense que c'est quelque chose que tu devrais, bien entendu, considérer éventuellement et dire, ouais, je vais travailler sur moi au final. Et le look viendra au final. C'est ça qui est intéressant, c'est que le look va suivre par définition. Après, aussi, moi, je travaille dans les sports d'endurance. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça aussi, c'est un peu plus compliqué, le look. On va dire, derrière, ce qui parle pour les sports d'endurance, c'est un peu plus la perf. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu vois, moi je ne suis pas dans les sports d'endurance. Ouais. Mais moi, j'ai couru des semi-marathons. Ouais. J'ai essayé de courir, de me préparer pour des marathons. Parce que j'ai voulu connaître vraiment, avoir cette appréciation pour les sports d'endurance. Ouais. Moi, je suis pas, même quand les gens me voient faire des grands écarts et des trucs comme ça, moi, je m'en fous complètement des grands écarts. Non, vraiment, je m'en fous complètement. Moi, je l'ai fait à la base, c'était pour cette quête d'exploration et d'apprentissage. Okay, moi, on m'a dit, Kev, tu peux pas faire les grands écarts parce que tu es limité au niveau de ton bassin. À la naissance, c'est ce qu'on m'a dit, que j'avais des hanches qui étaient limitées. Et plus tard, il y avait ce mythe, si tu as tes hanches d'une certaine façon, tu peux pas le faire. Je dis, ok, c'est ce qu'on dit, mais je vais tester. Et j'ai tous les grands écarts.
Tu vois? Donc, et aujourd'hui, je m'en fous du grand écart. Les semi-marathons que j'ai courus, je m'en fous. Peut-être que je vais plus en courir. Mais j'ai dû traverser cette quête-là pour me dire, ah ok, voici les erreurs que j'ai commises. Voici ce que je ne vais pas répéter, etc., etc. Le bodybuilding, je m'en fous complètement. Tu vois? Je regarde pas les mecs qui vont à l'Olympia en string faire des pauses. Tu vois? Non, c'est moi qui adresse aux bodybuilders parce que j'aime beaucoup cette discipline. J'ai beaucoup appris du bodybuilding. Mais j'ai dû justement apprécier cette discipline ou me forcer à apprécier cette discipline pour voir tout ce elle avait à m'enseigner. Tu comprends ce que je veux dire? Et je pense que c'est cette quête-là qui est intéressante. Moi, en tout cas, c'est la quête que j'ai entamée. C'est pour ça que j'ai fait de la gymnastique, c'est pour ça que j'ai fait des cours de yoga, de pilates, j'ai fait des cours de danse. Il y a très peu de préparateurs physiques qui osent faire ça, de coach. Et moi, je le dis parce que j'ai dû sortir de ma zone de confort quand tu es le seul mec qui me ressemble. Vous m'avez vu, je suis un grand gars, relativement costaud. J'arrive et je vais dans une classe de danse contemporaine. Crois-moi, on me remarque. Une classe de bar, quand j'étais à New York, j'étais le seul gars où je mourais avec des petits haltères. C'est un mix entre le ballet et des trucs de gainage, etc. Et tu vois, je suis le gars qu'on remarque dans la salle. Il n'y a pas de gars comme moi qui font ça. Mais moi, je l'ai fait parce que je voulais apprendre. Tu comprends? Ouais, totalement. Donc, et je pense que cette quête d'apprentissage dans notre milieu, elle est essentielle. Moi, elle m'a énormément servi, donc je ne peux que la recommander. C'est un biais cognitif personnel, encore une fois, mais j'invite tout le monde à faire ça. Anecdote. C'est pas à négliger, les anecdotes. Ah ouais, c'est pas à négliger. Demain, je m'inscris au ballet, ok? Ah. Mais tu sais quoi, tu vas en apprendre énormément. Ouais, mais... On y va ensemble. Ouais. Mais honnêtement, j'ai déjà parcouru beaucoup d'environnements sportifs. Donc tu confirmes ce que je dis? Donc, ouais. Bah, mais je même confirme. moi, J'ai pas pris le même bagage ni le même niveau que toi, tu vois, dans ce milieu. Mais ouais, je confirme qu'aujourd'hui, en toute humilité, je pense que j'ai quand même une certaine richesse gestuelle et motrice et que j'ai aussi une capacité d'adaptation. Voilà. Demain, tu me fais commencer un sport, je vais être éclaté. Mais très rapidement, si je m'investis, je sais que je vais vite progresser. Et si demain, tu as quelqu'un dans ce sport qui te contacte, tu as une certaine idée de comment ça se passe. Ouais, c'est clair. Et tu te sens plus légitime aussi. Tu vois, c'est ça. En fait, la légitimité, elle se gagne quelque part. Elle se construit. Elle se construit, voilà. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Bon, on commence peut-être le podcast. Voilà, c'était une belle intro. Ouais, belle intro. On s'est un peu écarté du sujet. Nathan, vas-y. On parle du sujet. Ok, avec toi, on a envie de parler de blessures. Ok. Parce qu'il y a un moment où tu parlais quand même beaucoup de mobilité, de travail articulaire. Ouais. Et en gros, la question... En gros, on a plusieurs items autour de la blessure. La première question, c'est comment est-ce qu'on s'arme face à la blessure? Et toi, du coup, tu as travaillé avec des tout-venants, moi j'appelle ça, et aussi avec des sportifs de haut niveau. Mhm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Comment on s'arme pour faire face à la blessure? Mitiger ou prévenir? Est-ce qu'on la prévient? On ne peut pas prévenir la blessure à 100%. Comme vous le connaissez, le but, c'est de préparer ces tissus au maximum. Donc c'est là où l'approche de notre entraînement spécifique va nous permettre de renforcer, encore une fois c'est un terme qui est un peu général ici, mais la plupart des gens vont comprendre ce qu'on dit lorsque on utilise ce terme-là, renforcer tous les tissus pour qu'ils puissent faire face aux contraintes auxquelles ils vont être exposés. C'est simple que ça. Maintenant, ça c'est la règle de base. Maintenant, je dirais que pour monsieur, madame, tout le monde et pour les athlètes de haut niveau, eh bien, on a toujours ce que j'appelle les red flags, les drapeaux rouges en gros. On a tous un truc qui nous gêne depuis longtemps. Une petite gêne, c'est l'épaule droite, ou c'est le dos, c'est la zone antérieure du genou, c'est le tendon quadricipital, etc. On a tout ça. Okay? Et moi, je me dis, le meilleur moyen de viser la durée, c'est de connaître les red flags individuels et de connaître les red flags qui sont liés au sport qu'on pratique. De manière générale, lorsque on pratique un sport, il y a des blessures qui sont associées, des blessures communes qui sont associées au sport. Et à partir de là, eh bien, on arrive à créer une programmation qui va nous permettre de viser spécifiquement nos red flags et, dans un deuxième temps, les red flags qui sont communs au sport qui est pratiqué. Et à ce moment-là, si on s'attarde que sur ça, pour moi, on a fait l'essentiel du travail. Et parfois, le problème qu'on rencontre, c'est qu'on veut faire un peu de tout, mais malheureusement, on finit par rien faire de bien. Donc là, vraiment, c'est un gem que je vais partager ici, c'est de s'attarder uniquement sur ça, avec cette hiérarchie-là, les red flags de la personne, et les red flags du sport en question. Exemple, pour qu'on soit un peu plus concret, je sais pas, t'as l'adducteur qui te gêne à chaque fois. Moi, en tant que préparateur, je dois faire en sorte de faire du travail spécifique sur l'adducteur, remodeler les tissus, rendre ces tissus plus forts sur la durée, bien entendu.
On commence par la phase de réhab, etc., réathlétisation. On augmente la capacité de ces tissus. En parallèle, malgré le fait que voilà, tu fasses du basket et que tu n'as jamais eu de problème à la cheville, je sais que les blessures aux chevilles sont récurrentes dans ce sport-là. Okay. Donc je vais quand même allouer un certain temps à ce travail spécifique sur la cheville, malgré le fait que tu n'aies jamais eu de problème à ce niveau-là. Parce que le jour où tu tombes sur ta cheville en inversion, on sait ce qui peut se passer si éventuellement tu n'as rien fait pour travailler dessus. Donc voilà, la réponse la plus concise possible que je puisse donner, c'est ça selon moi. Donc en fait, pour les... Vas-y. Moi, j'allais dire du coup sur les red flags liés à l'activité. En gros, tu regardes un peu l'épidémiologie. Exact. Mais pour les red flags de la personne, tu t'y prends comment? On passe par une évaluation. Vous voulez plug l'évaluation? Regarde, il y a écrit là, il y a écrit tester les articulations. C'est ça, ouais. On va tester les articulations individuellement en plusieurs temps sur la table de massage. Individuellement, on va tester ensuite dans un mouvement plus global et ensuite on va la tester dans des mouvements au quotidien durant notre activité, durant notre pratique de préparation physique, musculation. Et puis au final, ça peut être au niveau articulaire, vraiment l'évaluation, mais aussi juste une discussion avec la personne. Connaître, elle, ce qu'elle a déjà eu comme douleur. Exactement. Parce qu'au final... L'historique, c'est la base. Ouais, de toute façon, c'est la base. Et puis, en fait, toi, ce que tu appelles les red flags, en fait, c'est un peu ce que les gens ils négligent. Ouais, j'ai mal au genou depuis 10 ans. Ouais, c'est exact. pas grave. C'est normal. C'est normal, exact. Non, faut le traiter, ce genou. Faut le traiter. C'est jamais normal. Ouais. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais eu une approche spécifique, justement. Et que, comme tu l'as dit, on a attribué une certaine normalité à ce phénomène, alors que c'est pas normal d'avoir mal. Et on peut... Aussi, c'est l'idée que la plupart des gens abandonnent. Tu traînes ça depuis 5 ans, 10 ans, que sais-je. Et bien, tu dis, vas-y, c'est là. Hein. Et c'est là où notre taf devient super intéressant. Et c'est là où vous allez avoir des clients à vie. Parce qu'un client qui traîne sa douleur depuis 10 ans, 15 ans, et commence à travailler avec toi, et en 6 mois, bam, je me suis jamais senti aussi bien. C'est un client à vie. Tu vois, et c'est marrant parce que moi, si vous suivez un peu mon travail, je suis un des premiers en tant que préparateur, en tant que coach, à parler de cet aspect douleur. Alors que c'était très tabou à l'époque. On disait, mais comment t'es coach, tu viens parler de douleur, etc. Moi, je dis, mec, moi, j'ai jamais travaillé avec un client qui a mal nulle part. Ouais. Tous mes clients ont toujours eu des douleurs. Et on me donnait des trucs génériques bidons. On me disait, va recommander ça à un collègue kiné ou physio ou un médecin. Et au final, c'est moi qui passe le plus de temps avec mon client. C'est moi qui peux créer le plus de changements sur ce client. Donc, je dois apprendre. À faire quelque chose pour vraiment aider mon client. Je ne suis pas juste le gars qui compte des reps. Et au début, bien entendu, c'était un peu tabou. Et tu vois, pour contraster le tout à justement l'autre corps de métier auquel on nous oppose, alors qu'on ne devrait pas le faire, nos collègues physio, kiné, etc. Eh bien, moi, j'ai toujours recommandé à mes collègues kiné, physio, de se former un max sur la préparation physique. Tu vois, à aucun moment, je leur ai dit non, parle pas de ça, c'est de la préparation physique. Je dis, tu devrais apprendre, parce que c'est la suite logique. Ça fait partie normalement du continuum de la prise en charge de ton client. Et c'est pour ça que moi, quand je suis arrivé avec mon programme Mentorship, entre autres, et tout ce que je disais auparavant, c'est les gars, on fait le même métier, on devrait savoir faire la même chose. On a certaines spécialités, on s'est attardé un peu plus sur certains trucs, et à un moment donné, éventuellement, on peut déléguer notre client à quelqu'un d'autre. Mais fondamentalement, on fait le même métier. Et d'ailleurs, dans le mentorat, il y a plein de kinés en plus. Et la preuve, c'est que après avoir eu tout ce backlash de plein de personnes qui crachaient dessus, c'est qu'aujourd'hui, dans mes formations, j'ai 30-40% de kinés. Parce qu'ils ont compris que c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que nous, on devrait faire la même chose? Nous, en tant que préparateur physique, on devrait plus se former à la kiné? Bien sûr. À la kiné. Pas forcément dans le sens thérapie manuelle. Et les gens ne savent pas, mais moi, j'ai fait une école pendant 2 ans de thérapie manuelle. Et en fait, la thérapie manuelle, on l'utilise... aujourd'hui, tu vas dire un bon kiné qui est calé, il utilise très peu sa thérapie manuelle. C'est 10%. Ouais, c'est pour soulager. Alors qu'à l'époque, t'allais chez le physio, il faisait que du massage, etc. Ça, c'est vrai. Même mon père, moi, il fait que de me répéter ça. Oh, tu peux pas me masser si tu t'estimes kiné et tout. Non, je dis, papa, c'est passif. Nous, on veut de l'actif. Exactement. Et un bon kiné, on fait la même chose. C'est ce que je dis. Ouais. C'est juste que je le dis bien trop tôt. Et c'était peut-être un peu trop tôt pour la francophonie. C'est encore trop tôt. Hein. C'est encore trop tôt. T'imagines, moi, il y a 8 ans. Alors. Ouais, mais j'imagine. Donc, c'est ça le truc. C'est qu'on fait la même chose. Et un bon kiné aujourd'hui
On va essayer de soigner à travers le mouvement. Et à travers le mouvement, c'est très vague. C'est un truc lourd. J'ai vu cette évolution en fait dans la francophonie. On disait d'abord non, il y a cette séparation de corps de métier. Le kiné fait ça, et puis il y a la thérapie manuelle. La thérapie manuelle, c'est la solution à tout. Les coachs, vous êtes là, vous faites que du développement athlétique. Et après, on a dit ok, il faut guérir par le mouvement. Et en fait, le mouvement, c'est vague, ça veut rien dire. Donc on dit ouais, bouger. Okay, et on s'est retrouvé avec des collègues qui nous disaient de bouger, mais de façon aussi inappropriée. Parce que la solution, c'est pas le mouvement, c'est du mouvement spécifique. On veut savoir exactement où on bouge, quand on bouge, dans quelles angulations on bouge, etc. etc. Et c'est là au final où notre science elle est extraordinaire et elle est très spécifique de ce côté-là des choses. Mais si on fait une overview, comment dire ça, une vue d'ensemble, c'est relativement simple. Ça a du sens ce que je dis ou pas? Ouais, mais au final, dans les propos, on a limite l'impression que préparateur physique, coach sportif, appelez ça comme vous voulez, et kiné, c'est pareil. On a délimité quelque chose, peut-être par rapport à la thérapie manuelle. Exact. Mais au final, c'est un kiné qui fait... Parce que la thérapie manuelle, c'est passif, mais ça peut avoir un impact sur la psychologie avec le client. S'il adhère à cette thérapie, bien sûr, ça peut avoir d'énormes bénéfices. Et ça ne veut pas dire que tu dois le jeter à la poubelle, tu dois juste savoir. Et c'est là où les gens amènent énormément de confusion et ne comprennent pas fondamentalement ce que je dis. Ce que je dis, c'est pas qu'il y a des outils à jeter à la poubelle. C'est qu'on a plusieurs outils et on doit savoir quand on doit utiliser quel outil. Je dis pas que le massage, c'est à jeter à la poubelle ou que le foam roller, c'est à jeter à la poubelle. C'est, on doit savoir quand utiliser quel outil. Récemment, on m'a posé une question. Le Pilates, j'ai eu plein de résultats avec ça. Est-ce que tu trouves que c'est bien? C'est bien en fonction du contexte. Tu comprends ce que je veux dire? Le gars, c'est bien en fonction du contexte. C'est ton anecdote, en fait. En fait, non, tout peut être bien en fonction du contexte. Tu vois, le marteau, c'est comme si tu me disais le marteau, c'est bien. Ouais, le marteau, c'est bien si t'as un clou en face de toi. Si t'as une vis, le marteau, c'est pas bien. Mais c'est vrai, c'est bête quand je le dis comme ça. Mais c'est ça, en fait, qu'on me dit tu penses que le yoga, c'est bien? En fait, les gens ont attribué un outil comme une solution globale à tous les problèmes dans le monde du fitness. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a plusieurs outils et on va utiliser l'outil qui est approprié en fonction du contexte. Ouais, et c'est là que tu peux aussi reconnaître des bons préparateurs physiques ou kinés. C'est quand ils utilisent le bon outil au bon moment, même si au final, il y a une énorme part d'inconnu. Peut-être qu'un outil va fonctionner avec une personne et pas avec un autre. Effectivement. Ouais, nous, on parle beaucoup de ça dans notre podcast. Là. Le podcast précédent qu'on a sorti, le titre, c'est l'entraînement et une expérience. Et en gros, on parle de ça, que nous, on a des outils et ce qu'on fait, c'est toujours essayer de maximiser nos chances de résultats. Parce qu'en fait, il y a toujours une part d'incertitude. Ouais. On a les principes fondamentaux, mais on a du coup des méthodes qui s'appuient sur ces principes. Ouais. Mais pour autant, on n'est jamais sûr à 100% que ça va marcher. Non, jamais. Mais c'est là où l'expérience est intéressante parce qu'après, tu vas retrouver des similarités avec un client, un autre client. Tu vas pouvoir créer des liens, etc. Et là, ça devient intéressant. Mais t'es jamais sûr de rien. Ouais. Et t'es jamais sûr de rien parce que c'est pas un processus linéaire avec deux variables. Il y a trop de variables à prendre en considération dans une préparation, dans une rééducation, réathlétisation, t'appelles ça comme tu veux. C'est pas que ce que je fais à l'entraînement, il y a tout ce que tu fais en dehors de l'entraînement. Tous les facteurs qui vont affecter justement... On appelle ça avec Nathan les 23 autres heures. Les 23 autres heures, exactement. Quand tu penses à ça, une heure d'entraînement, c'est 4% de ta journée. Et puis, même si la personne, au pire des cas, tu la vois une heure par semaine, mais si elle s'entraîne tous les jours une heure, bah, y a quand même tout le reste où il y a plein de possibilités qu'elle se blesse ou que son hygiène de vie soit pas forcément correcte. Il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu. Mais on peut quand même optimiser certaines choses. Et ça, c'est des red flags. Ça peut être des red flags au final. Absolument. Du coup, on a parlé red flags dans le sport, connaître, donc ça, il faut rechercher. Et c'est le rôle du préparateur physique. Toi, en tant qu'athlète, tu peux nous donner, enfin là, je parle aux auditeurs, mais toi, en tant qu'athlète, tu peux nous donner des pistes sur les douleurs que tu as déjà eues depuis un moment. Et comment on fait ensuite, une fois qu'on a ces red flags, donc on travaille sur la partie vraiment, on sait que c'est un basketteur, il y a un gros risque au niveau des chevilles. Parfait. Et nous, on a une petite question parce que c'est ta spécialité, mais quel est le rôle de la mobilité là-dedans? En dehors du terme renforcement, quel est le rôle de la mobilité? Pourquoi on devrait faire de la mobilité? Parce que même si toi, t'en parles depuis 8 ans, c'est encore c'est nouveau. En retard. Moi, je suis presque fatigué d'en parler. Voilà, exactement. Et t'en parles moins en plus dernièrement. T'inquiète, on arrive. Mais en plus, là, on a une visio dans le mentorat et c'est la première chose que tu dis, tu réinventes pas la roue. Non. Juste, tu répètes. Et de toute façon, tu auras toujours des nouvelles personnes qui te suivront.
Et il faudra toujours répéter. Ouais, non, t'as raison. Non, pour répondre à ta question, la mobilité, c'est un terme qui est un peu utilisé à tout va aujourd'hui. On connaît sa définition, mais il faut penser à ça comme un entraînement classique, enfin, l'entraînement tel qu'on le conçoit, en termes de renforcement, entre guillemets, encore une fois, mais avec de la spécificité. La spécificité au niveau des tissus qui sont ciblés, la spécificité au niveau des angles qui sont ciblés, au niveau voilà, de ces aspects-là principalement. Et le but étant de cibler ces zones qu'on n'arrive pas forcément à cibler avec un modèle standard. Je dirais que c'est ça, ok, dans un premier temps. Et j'ai un deuxième truc qui m'est sorti de la tête, mais c'est cibler les zones que... Ah oui, et de créer une marge de sécurité. Aussi simple que ça. C'est ça l'idée. Donc augmenter les limites, quoi. Augmenter les limites pour qu'elles excèdent, augmenter les limites, les capacités pour qu'elles excèdent les capacités ou les contraintes qui vont avoir lieu durant l'exécution du sport, de la pratique sportive. C'est ça, du coup, la mitigation. C'est ça. C'est ça. C'est Plus t'as de exactement marge, ça. moins t'as de risque. Moi, j'adore ce concept de marge de sécurité. Vous allez l'entendre dans le mentorat. Je l'utilise partout, que ce soit dans la finance, dans le relationnel, dans le fitness. En fait, c'est un concept qui est super important. Parce que c'est un concept qui te permet de construire ta philosophie, peu importe ce que c'est, en l'occurrence ici dans le fitness, en te basant sur les risques et pas que sur les récompenses. Ok. Ah ouais. Voilà, c'est quoi, process talk, c'est ça? Process talk, gars. Ah ouais. Oh, putain. Et du coup, quand tu disais, en gros, augmenter cette capacité, concrètement, d'un point de vue physiologique, tu vois, si tu rentres dans le détail, dans le micro, il se passe quoi et comment? Ok, tu mets de la contrainte, et du coup, il se passe quoi? C'est un podcast pour qui? Pour les professionnels ou c'est pour tout le monde? Là, on s'est dit... Pour ceux qui sont vraiment intéressés de pousser le truc. Loin. Ah, on veut la discussion la plus poussée qu'on peut avoir. C'est pour les pros? Ouais, quasiment. Ouais. Pour les pros, ceux mais qui s'il y a sont des très athlètes intéressés. intéressés. On a des personnes qui nous ont dit, des fois, vous survolez un peu trop, on aimerait un peu plus de détails. Okay. En général, on s'adresse à la population en général, le sportif lambda. Ok, donc là, on va trouver le bon mix entre la vulgarisation et le clou et le marteau. C'est de la vulgarisation spécifique, tu vois. Spécifique. Ok, repose ta question alors. Ma question, c'est du coup, ok, tu viens mettre de la contrainte pour renforcer tes tissus. Ouais. Mais du coup, d'un point de vue micro, il se passe quoi au niveau de tes cellules, en fait? Ouais. Et quand on place de la contrainte, donc un stress sur nos cellules, eh bien, on a ce signal. On va vulgariser. Vous avez déjà parlé de mécanotransduction et tout ça, j'imagine? Non, pas trop. Mais ok, bref, on a nos cellules reçoivent ce signal de force, le système nerveux, nos cellules répondent à ce signal de force, ok. Et du coup, il y a plusieurs trucs qui se passent. On a accès, il y a des adaptations au niveau de nos systèmes nerveux, il y a des adaptations au niveau de nos tissus directement. Donc on crée plus de cellules, donc plus de tissus en soi également. Donc, on a cette adaptation tissulaire, on crée plus de tissus. Qui dit plus de tissus dit également plus de potentiel d'utilisation, okay, parce qu'on a accès à plus de tissus, donc plus de neurones moteurs, etc. Okay, c'est ça l'idée. D'unités motrices. Ça, okay. On en a déjà parlé dans un podcast sur la force. On a accès à plus d'unités motrices, okay, et on a accès donc à plus, ça va main dans la main, accès à plus d'amplitude de mouvement, accès à plus d'unités motrices. Donc un potentiel d'utilisation qui est plus élevé autant d'un niveau, d'un point de vue nerveux que d'un point de vue tissulaire en termes d'amplitude de mouvement. J'ai parlé de ça quand je parlais de force absolue durant le séminaire. Ouais. C'était une réflexion que j'ai fait sur place et je me suis dit, ah tiens, c'est super intéressant. Parce que tu as deux façons de devenir plus fort. En vrai. C'est tu travailles sur, tu places un stress qui est principalement neurologique, un stress nerveux, okay, et c'est ce qu'on fait d'habitude. Okay, et fondamentalement, quand tu deviens plus fort, qu'est-ce que tu fais? Tu apprends à ton système nerveux à recruter toutes les unités motrices de ton corps. Okay. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast sur la force, ça pourra vous aider. On en a beaucoup parlé. Voilà. Donc, on essaie de recruter toutes les unités motrices de son corps. Ok, cool. Et l'idée, c'est quand on place le stress nerveux, à chaque fois, on apprend à son corps à sortir de ses zones de confort et à recruter plus d'unités motrices. Cool. Et on devient plus fort parce qu'on passe d'un palier à un autre palier. Ok. Donc, ça, c'est un moyen de le faire. Le deuxième moyen de le faire, c'est de lui donner plus d'unités motrices auxquelles accéder. Et c'est là où l'entraînement, même qui est souvent sur lequel on crache lorsqu'on fait de l'isolation, eh bien, c'est super intéressant parce que tu augmentes justement ces connexions nerveuses, okay, cette capacité à recruter plus d'unités motrices. Okay,
Aussi simple que ça. Et si tu as accès à plus, tu as accès à plus de longueur, tu as accès à plus de connexion. Ça a du sens? Ouais, totalement. Donc tu as accès à plus de production de force. Ouais. Mais là, du coup, tu parles d'un point de vue juste musculaire. Bon, pour la capacité à générer de la force, oui, parce que ce sont les muscles qui génèrent de la force. Mais on a également des adaptations d'un point de vue tissulaire au niveau de tous les tissus conjonctifs. C'est-à-dire au niveau des tendons, au niveau des ligaments, au niveau de 80% des nerfs. En fait, tous les tissus conjonctifs vont répondre justement à ce signal de force lorsqu'il est bien envoyé. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'encore une fois, ça nous sort de ce domaine-là. Ah, t'es un coach, c'est que toi, tu t'attardes que sur les muscles. Ouais. Ça nous sort de cette idée. Parce que l'idée auparavant, c'était que les ligaments, les tendons, les os étaient des tissus inertes. C'est-à-dire qui n'allaient pas s'adapter. Ouais. Des structures passives. Et au final, non. Okay. Ouais. Donc, en s'entraînant correctement, on améliore la capacité de tous ces tissus-là. J'ai eu des messages récemment sur un des réels que j'ai posté sur le genou où je disais ça permet de renforcer les ligaments. Il y en a qui me disent ouais, ils m'envoient des DM, des kinés, ouais, comment ça tu dis renforcer les ligaments, c'est faux, nanana, ce sont des structures, on peut pas les renforcer. Et au final, je dois lui envoyer un gros pavé en lui expliquant j'ai pas le temps de tout expliquer. Bah moi, va rechercher X, Y, Z. Et toi, moi, tu me réponds pas. Non, je réponds que aux haters en fait. Moi, je réponds à tous les jaloux, moi. Sur le net, moi, je réponds parce que de manière générale, j'essaie de répondre à tout le monde. Après, les DM, des fois, c'est un peu compliqué, mais sur les posts, ouais. Surtout ceux qui viennent cracher, parce que souvent, ceux qui viennent déverser leur haine, il n'y a personne qui leur tombe dessus. Ils se disent, je les laisse, je vais pas me prendre la tête. Non, moi, je vais trop mettre à ta place, mon gars. Parce que je sais que si on se voyait dans la rue, tu n'oserais même pas me parler. Tu n'oserais même pas me regarder. Et en fait, ça me frustre de voir ces gens qui justement, se permettent de déverser leur haine et qui ne le feraient pas dans la vraie vie, en fait. Et tu le vois, tu le ressens directement. Et au final, quand tu les remets à leur place, intellectuellement, ils peuvent plus rien dire. Et c'est marrant parce que c'est un peu lâche. Parce que les gars, ils voient, en fait, le gars, il m'a répondu, merde, ça fait sens. Et il répond plus après. Ou il te bloque. Dis juste, putain, merde, ok, je vais faire mes recherches ou peut-être que t'as raison. Tu vois. Ah ouais, bah nous, c'est ce qu'on dit avec Nathan, je sais plus dans quel podcast on en parle, mais c'est ce qu'on dit. On dit, ça se trouve que ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, dans 1 an, voire même dans 1 mois ou dans 10 ans, on dira, oubliez ce qu'on vous a dit. Ou juste après cette discussion. Ouais. Non, et le pire dans tout ça, c'est que les gens se frustrent parce qu'en fait, les gens sont mariés à des idées. Mais moi, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je l'ai appris parce que quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, ou ma pratique sportive, ou avec des clients, a remis en question ce que je croyais être vrai. Je ne suis pas resté braqué en me disant non, ce qu'il dit, c'est des conneries, ou c'est pas possible que ce soit passé de cette façon-là. Je n'ai pas renié les faits. Les faits sont les faits, les faits sont là. Donc, au bout d'un moment, je me dis, attends, il y a un truc qu'on fait faux. Moi, je suis un des premiers, même aux États-Unis, du modèle, vous connaissez tous les FRS et tout ça. Ouais. Moi, je suis un des premiers élèves. Et pourquoi je suis un des premiers élèves à m'intéresser à ce truc que personne ne s'intéressait à ça, de la mobilité? C'est pas dans la francophonie. Moi, je suis un des premiers, disons les choses comme elles sont, en Amérique. Et c'est un fait. Là où tout commence. Et donc, exactement. Et du coup, pourquoi je dis ça? Parce que moi, je cherchais des solutions à mes propres problèmes. Donc, j'ai mes propres problèmes d'épaule à l'époque. Personne ne me donne de solution. Je paye des spécialistes, je vais voir XY, je fais toutes les pratiques du monde. Aucune solution. Mes clients qui ont mal au dos, qui viennent, et moi dans mon parcours on dit il faut faire du gainage quand t'as mal au dos. Frérot, ça fait 10 heures de gainage avec mon client là. Tu vois, et il a fait des records mondiaux et il a toujours mal au dos. Au bout d'un moment, peut-être que je dois me remettre en question et dire peut-être c'est pas le putain de gainage qu'il faut faire. Tu vois, et le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui n'osent pas se remettre en question et dire non, on m'a appris ça à l'école, dans mon parcours académique, on m'a appris ça, forcément c'est ça. Non, les faits montrent que, Suzy, elle fait du gainage là, ça fait 10 ans qu'elle fait du gainage. Elle est là, Suzy. Voilà. Suzy, elle vient du quai suisse chaud, jusque dans le processus talk. Suzy, elle fait du gainage, arrêtez le gainage, ça m'a. Au bout d'un moment, pose-toi aussi une question, tu vois, remets-toi en question, je devrais dire. Il y a une citation que t'aimes bien dire, c'est les illettrés. De l'ère actuelle, c'est ceux qui savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Exactement. Et ça, je trouve, c'est super bien dit. Amen. Amen. Non, mais c'est la vérité en plus. Et le problème, c'est qu'ils pensent être au-dessus intellectuellement. Mais on le voit que tu l'es pas. Quand tu n'arrives pas à désapprendre justement ce que tu as appris, c'est problématique. Et c'est un nom, je le mentionne à chaque fois dans chaque podcast, ça s'appelle les coûts irrécupérables. C'est un biais cognitif. Et j'en parle dans le programme Mentorship également. Oui. T'as investi tellement de temps, d'argent, d'énergie, que sais-je, à apprendre un truc, que c'est impossible pour toi de concevoir que ce truc-là n'est pas vrai. Tu préfères rester figé dans cette idée que, c'est ça, parce que autrement, ça voudrait dire que
tout ce temps, cette énergie, cet argent que j'ai investi, et bien en fait, ça servait à rien. Ouais. Et c'est frustrant. Mais c'est un peu le système aussi qui fait ça. C'est un peu le système parce que l'échec, il est pas valorisé. Ouais. Donc, ouais, logiquement. C'est ça. Donc valoriser l'échec. C'est ça que ça Ouais. veut dire. Et quick, irrécupérable, oublié. Apprends, désapprends, réapprends. T'entends la passion quand même dans sa voix parce Vraiment. parce que dès qu'il parle fort, c'est Ah oui. c'est la passion qui Vous vous parle. rendez passionné, peut-être pas moi. compte au micro, mais il parle super fort comparé à nous. Je l'ai déjà remarqué au séminaire, c'est dès qu'il est dans un... Tu sais, il y a un rush de passion. Ah, il parle super fort. Oh, ça Ok. va progressivement. Ok, du coup, tous les tissus s'adaptent. Ouais. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que il s'adapte, ça veut dire quoi? Il s'hypertrophie, en gros? Et éventuellement, oui. Ok. Est-ce que forcément, si un tissu s'hypertrophie, ça veut dire qu'il est plus résilient? Exemple, je pense que tu as déjà vu ces papiers sur les ligaments croisés chez Ouais. des haltérophiles, là, ou même chez des... Ceux qui sautent. Oui. chez des athlètes de plongeon. Tu vois les ligaments croisés qui Voilà. sont plus hypertrophiés. Exactement. Et ceux qui font de l'unilatéral, ils ont... Ouais. voilà. Tu vois là où je veux en venir. Ouais. Est-ce que... Donc déjà, ils mettent en lumière que c'est parce qu'ils ont commencé avant l'adolescence, qu'ils ont continué pendant cette période-là, et après qu'il y a eu cette hypertrophie ligamentaire. Ouais. Est-ce que déjà, juste hypertrophie veut forcément dire tissu plus résilient? Là, c'est dans le cadre des ligaments croisés, mais même de manière générale, si on parle de capsules, de ligaments, de tendons, de... Le muscle, même. Je dirais oui. Je dirais que il y a une certaine association qui peut être créée. Ouais. Si ça a été hypertrophié, c'est-à-dire que ça a été exposé à des contraintes qui ont excédé ou qui étaient proches de la capacité actuelle, mais qui les ont ramenés vers à s'élever, disons ça comme ça, conceptuellement. Et donc, ça veut dire que tu es devenu plus résilient, ou les tissus sont devenus plus résilients avec l'hypertrophie. C'est pour ça que souvent on crache sur le fait de faire de la musculation classique, même pour les athlètes, etc. Et comme je l'ai expliqué, en fait, c'est une fausse idée pour des gens qui partent plein d'athlètes même, qui partent de zéro, qui n'ont pas un grand bagage en musculation classique. Simplement faire de la musculation classique de type bodybuilding, ça va les rendre plus forts. Ils vont prendre un peu de masse. Tant que cette masse n'est pas assez conséquente pour que vraiment ça les freine et ça porte détriment à l'aspect vitesse, disons, ils vont devenir plus forts. Ça va main dans la main. Ouais, puis il faut un petit moment pour prendre de la masse, quand même. Il faut un long moment pour prendre de la masse pour que ça te ralentisse. Ouais, vraiment. Vraiment. Ouais, non, C'est mais ça. c'est vrai. C'est ça que je suis en train de te dire, Ouais. en fait. C'est que tu vas en tirer que les bénéfices. Alors non, même quand je vois un athlète qui me dit ouais, je veux pas prendre être trop balèze, t'inquiète. Tu vas pas être trop balèze. Ouais. Ça Mais fait c'est dur, 10 ans, hein, de ça faire fait 15 ans comprendre. qu'on teste les mecs d'être trop balèzes. On y arrive on pas. arrive Mais pas. au final, un exemple qui parle bien quand même, c'est les piliers de rugby. Les piliers de rugby, en sprint, ils te mangent. Et pourtant, ils font 150 Parce que je dis en kilos. fait, tout le temps, le problème qu'on a, c'est que on pense qu'en faisant de la musculation, ça va nous rendre lents. Parce que c'est ce qu'on a associé dans notre parcours. Hey, musculation, lent. Okay, parce qu'on a associé la musculation au bodybuilding. Et du coup, on a vu des bodybuilders bouger et on a vu que les bodybuilders étaient lents. Donc on s'est dit, hey, bodybuilder, musculation, bodybuilder lent, musculation, lent. Mais c'est faux. Non, c'est ok qu'eux, ils font que ça. C'est une mauvaise association qu'on a créée. J'en parle également dans le programme Mentorship. D'ailleurs, je fais Tu me des spoil tout, là. blogs partout. Ouais. Mais pourquoi on est lent? On est lent parce qu'on n'entraîne pas sa vitesse. Si tu entraînes ta vitesse, c'est une qualité qui doit être entraînée également. Si tu ne l'entraînes pas, ben forcément, tu ne peux pas l'avoir. C'est pas que la musculation va porter détriment à ta vitesse, c'est que si tu ne l'entraînes pas, tu ne vas pas l'avoir, indépendamment du fait que tu fasses de la musculation ou non. Donc Chris Bumstead, si on entraîne sa vitesse, il peut être rapide. Il va être plus rapide. Mais oui, il va être plus rapide que n'importe Et qui. il est je pense. déjà quand même agile. Mais les gars, regarde, il y a des exemples. Je ne me rappelle plus du nom de ce bodybuilder. À un moment, il a fait un des bodybuilders qui faisait l'Olympia, je crois, qui a fait un sprint justement sur, je sais plus si c'était sur 50 mètres, sur 60 mètres, Ouais. avec un sprinter d'élite. Et franchement, sur les 10-20 mètres, ils se tiennent. Ouais, c'est sûr. C'est un bodybuilder. Ça m'étonne Le gars, même il pas. fait 2 fois son poids. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça m'étonne même pas. Si tu as entraîné ton système nerveux à Décharger un à max. décharger un max de magnitude d'énergie pour recruter un maximum d'unités motrices. Les unités motrices, elles sont là, Oui, tu vois? ouais, de ouf. Ouais, mais c'est de la. T'as créé plus de connexions en fait entre les neurones moteurs et les fibres musculaires. Ouais, total. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, mais c'est de la gonflette. T'as déjà vu sur une compétition de bodybuilding là un mec qui tape une full planche? Non.
Bah, ça, c'est incroyable. Franchement, cherche sur YouTube, sur le Ouais, mais podium. ça l'étonne pas. Il fait une foule blanche. Moi, ça m'étonne pas. Moi non plus. Moi, j'ai grandi à l'époque de Flex Wheeler qui faisait des grands écarts, un bodybuilder. Donc, quand les c'est connards ouf. ils me disent non, mais la musculation ça rend tight, je dis va voir Flex Wheeler. Tu vois, c'est l'exemple que je donne à chaque fois. Et c'est ça. Et c'est ça aussi qui m'a fait questionner, c'est de dire on nous posait des limitations qui pour moi n'avaient aucun sens. Et aujourd'hui, je le montre. Vous me voyez, moi, je suis grand, je fais de la muscu, je lève des charges lourdes, je cours, je saute, je sprint, je fais tout. Et je fais tous les grands Mais- écarts. C'est. De ouf. Et je pense que ce qui est ultra intéressant, c'est de revenir au tout départ du podcast de ce que tu disais. En fait, c'est si tu te sens lent à cause de la musculation, bah, entraîne ta vitesse, C'est ça. apprends par toi-même, vois à quel point tu peux développer ta vitesse et au final, tu vas devenir plus athlétique. Une fois que tu as développé ta vitesse, entraîne ton endurance. Ouais. T'as tellement de ta mobilité, ta souplesse, t'as plein de panels que tu peux Je peux tout développer. augmenter. Et au Bah, final, c'est ça. tu peux prouver par A plus B qu'il n'y a rien de mauvais, rien de bon. Tout est complémentaire. C'est Et ça, tu dois c'est juste, tu dois juste l'entraîner. En Ouais. fait, c'est comme si tu disais putain, fais chier, je parle pas japonais. Mais tu fais que des cours de français. C'est normal que tu parles pas japonais. Tu vois? C'est la même chose. Ah, mais je suis pas rapide. Ouais, mais tu entraînes pas ta vitesse. Tu entraînes que des trucs à bouger lentement. Bah, forcément, la loi de la spécificité veut que tu ne seras pas rapide. Ça fait partie du game. Moi, j'apprends le japonais. Hein. Voilà, apprenez le japonais. Juste avant de passer au prochain petit point, moi je voudrais juste faire un petit instant promo pour les testings articulaires parce que Kev il fait des gros testings articulaires. Donc si vous êtes vers Genève, contactez Kevin sur les réseaux pour qu'il vous fasse un petit testing. Ça prend combien de temps toi? Ça prend entre 2h30 et 3h. Ok. Et ils repartent avec un truc ultra complet ou ils repartent avec quoi? Ils repartent, donc on fait l'évaluation, suite à quoi ils repartent avec un petit récap de ce qu'on a vu, avec quelques vidéos qui leur sont dédiées en fonction des red flags qu'on a analysés. Ouais, exactement. Voilà, c'est Ok. comme ça. Moi, je vais faire mieux. Moi, je connais 2 gars qui sont prêts à vous faire des testings articulaires également. Ils sont là, hein, Gianni et Nathan. Parce qu'ils ont passé le mauvais plug. Kevin, t'inquiète, passez votre plug. Ils font aussi les testings articulaires. On lui a montré juste avant. Là. Ouais. Vous avez upgradé la feuille de testing. Bah c'est simple. En fait, Ouais. si on fait les choses simplement, on a été formé par toi sur le testing. Ouais. Après, évidemment, bah, ton testing, enfin, nous, dans la formation qu'on a fait où il y a le testing, il n'y a pas tout. Ouais. Il y a une grande partie. On a fait nos recherches, on s'est inspiré de toi. Yes. Et il faut dire ce qu'il y a, on a upgrade le truc. Et de notre Et- expérience. Et notre expérience, ouais, de fou. Et aussi l'expérience sur nous-mêmes, mais l'expérience sur nos athlètes. Et après, on t'a un peu contacté du coup sur les réseaux quand on était en train de travailler dessus pour voir un peu toi avec, je crois que t'as dit un peu plus de 600 personnes testées, Ouais. de voilà, voir un peu quels sont entre guillemets les standards. Parce que n'empêche, la loi des grands nombres, en gros, la moyenne, ça nous permet d'enlever de l'incertitude. Ouais. Ça nous permet de rajouter de la Tu certitude. fais pas Ouais. le programme mentorship, toi, Mais, par je fais hasard le pro- mais en fait, ça, ce que j'aime bien dans le mentorat, c'est que quand même, tu as la facilité d'expliciter certaines choses. Et ça, c'est ouf. Mais Merci. du coup, voilà pour le testing. Et si on vous fait une petite aparté, on a montré à Kevin notre testing et on va être obligé de lui envoyer le fichier, quoi, pour C'est qu'il pas obligé, mais en l'utilise. tout cas, c'est vraiment bien et Non, mais on va franchement, le faire. respect. Franchement, respect. C'est Ok. vraiment c'est stylé. Bah, Moi, je suis pas techie du tout, faut savoir, les gars. Des fois, je On a vu. suis impressionné de à quel point je vis d'Internet et de tous ces outils-là. Parce que moi, je suis vraiment nul en technologie. Genre, je sais pas utiliser Excel. Vraiment, on a mis Numbers, 30 ça, minutes pour s'installer, quoi. Vraiment, moi, je sais rien faire. Moi, je suis un gars, c'est feuille, stylo. Et voilà, j'aime lire un livre en papier. J'ai mon Kindle, mais je déteste le Kindle. Enfin, je suis un gars old school. Hein. Bon, j'ai que 32 ans, mais quand même, je suis un peu old school. Mais c'est efficace. C'est efficace. Et du coup, réservez vos testings, vraiment. Voilà. C'est important pour repérer les red flags. On passe à la suite. Let's go, Nathan. Moi, j'avais une question. Du coup, Vas-y. ça veut dire que pour travailler sur ces tissus plus profonds, Ouais. autres que le muscle, il faut du coup recruter un max d'unités motrices, recruter un max de tissus. Pour travailler sur ces tissus, non, disons qu'il y a il y a de la spécificité. Je reviens à ce que je disais auparavant quand tu parlais de travail articulaire. Il y a de la spécificité par rapport aux choses qu'on cherche à cibler. En l'occurrence, les tissus qu'on cherche à cibler. Et il y a des tissus qui vont répondre mieux à des intensités plutôt que d'autres. Donc, pour certains tissus conjonctifs, eh bien, ils vont mieux répondre à des intensités plus élevées. Ok. Est-ce qu'on peut là, faire on vite sait. fait le panel? Enfin, genre, un ligament, il répond plutôt à quoi? Des intensités plus élevées. Ok. Mais intensité plus élevée, force max, vitesse max? Vitesse.
Attends, c'était vitesse élevée, c'est me chier. Ouais. Ouais. Je veux plus donner le nombre exact, mais je vous le donne dans le mentorat, je crois, les nombres exacts. Je le dirai quand je l'aurai Ouais. appris. Ouais. Non, tu l'as pas, c'est Nathan qui a fait le séminaire en présentiel. Ouais. Mais oui, quand on parle des Formax, on parle de 85% à plus. Ok. Voilà, c'est ça. Mais on a des adaptations, par exemple tendineuse, à partir de la littérature, du moins ce qu'elle nous donne, Mhm. des 70% de son effort max. Ok. Donc 70% semble être, si on veut, la barrière limite, si on veut. C'est MVIC, c'est Ouais. ça? Ok. Voilà. Donc il semblerait que 70% c'est ce qui est le plus approprié pour les tendons du moins. Ouais. 70 à 100. Après, pour tout ce qui va être ligamentaire, il semblerait que les efforts max répondent mieux à ça. Et quand tu penses à pourquoi les tendons ont été designés de cette façon-là, eh bien, ils ont été designés pour faire face aux contraintes les plus élevées. Ouais. Donc ça Ça, fait sens. encore une fois, pour ceux qui veulent approfondir le sujet, on a fait un podcast dessus. Principe de spécificité. Ouais. On parle du continuum os, ligament, tendon, muscle. Exact. Voilà, on parle de tout ça. Allez checker le podcast. Ouais, bah non, mais franchement, si vous reliez toutes les sources d'infos, au bout d'un moment, vous avez quelque chose d'assez quali, quoi. Ouais. Et du coup, sur l'os, si tu veux appliquer de la Ouais. contrainte sur l'os, Intéressant. Pareil. ouais, en fait, c'est simple la préparation physique. C'est simple le travail articulaire. Prenez pas de coach. C'est simple. Mais qui a dit que moi, je suis le premier à dire que c'est Ouais, simple. mais je sais. Ouais, Mais ça c'est- fait huit. mais c'est pour ceux qui écoutent, tu Ouais. vois, et qui savent pas ce que c'est. C'est simple. Tu vois, ils font des choses farfelues, des trucs sur Ouais. un rouleau En fait, c'est d'automassage, ça. des flots de yoga. Limite, Ouais. j'ai envie de dire, quand tu vois un truc farfelu, méfie-toi. 100%. Moi, j'ai Ouais. dit un truc. Je vais vous dire un truc. Moi, j'ai tout testé. Moi, j'ai fait les classes, je vous l'ai dit, j'ai mentionné les différentes classes, j'ai tout fait. Aujourd'hui, avec plus d'expérience, avoir entraîné des centaines de personnes, des dizaines d'athlètes du plus haut niveau, je peux le dire, aujourd'hui, vous me voyez faire les trucs les plus basiques possibles. Mm. Mais c'est général ou global, disons, mais je suis très spécifique dans l'adaptation que je cherche à créer. Et je pense que c'est là où il y a de la confusion. Je sais exactement ce que je cherche à faire avec les bases que j'utilise. Alors que les gens ne savent pas exactement ce qu'ils font. Ça a du sens ? Et là, on se perd à vouloir rajouter de la spécificité où on interprète mal ce terme. On va chercher à mimer un sport. On va chercher à faire des trucs farfelus, comme vous l'avez dit, pour rajouter de la complexité. Parce qu'on pense qu'en rajoutant de la complexité, on va améliorer certaines qualités. Alors que, sur mon expérience, c'est tout l'inverse. Plus on garde des trucs simples et efficaces, on sait exactement ce qu'on cherche à faire, ce qu'on veut filtrer exactement, et bien c'est là qu'on a les meilleures adaptations. Et selon moi, la préparation physique, c'est ça en fait. C'est de l'isolation en fait. Ouais. C'est de Et l'isolation. le meilleur exemple aussi, c'est la force. Développement de la force, c'est sur surface stable, en fait. Ouais. Et là, quand tu vois des mecs qui commencent à pousser sur un bosu ou sur surface instable, c'est un peu bête. Ouais. Mec, si tu veux pousser un max de force, mets-toi sur une surface stable, mets toutes les conditions pour pouvoir La développer question, c'est un qu'est-ce que max. tu cherches à faire. Ouais, voilà, aussi, il Tu faut vois avoir ça derrière. Et c'est ça en fait la spécificité dans le sport. C'est qu'est-ce que tu cherches à faire. Quelle adaptation tu cherches à créer. Le pourquoi. C'est ça. Et tu peux prendre un même exercice et créer différentes adaptations. Tu vois ? Le problème, c'est qu'on a créé ces liens associatifs entre des modalités avec certaines adaptations. Alors que c'est faux, c'est mal comprendre le tout. Il y a tellement de choses. Ah ouais, vraiment. Chaque phrase que tu lâches, c'est une punch. Bon, si on continue sur la blessure, parce que c'est vrai qu'au final, tout part de là. C'est ok, donc maintenant, pendant que t'es blessé ou que tu as des douleurs, Ouais. sur quoi tu peux agir ? Qu'est-ce que tu fais ? Pendant que tu as des douleurs, moi je vois le tout à travers deux avenues à chaque fois. Tu continues à faire tout ce que tu peux faire, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas aggraver la situation. Ok. Ça, ok ? Donc tout ce qui est spécifique à la douleur. Exactement. Mais, D'un point de vue spécifique, du coup. mais qui n'aggrave pas. Exactement. Genre qui te fait. Ça peut te faire mal, mais Non. imaginons ça te fait mal, mais Moi- ça n'aggrave pas le lendemain. Moi, moi, le mal, j'aime pas. Moi, c'est Ok. pas mon école. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ça. Moi, c'est pas mon école. D'accord. Et j'ai reçu des centaines de personnes où les gens disaient ouais, encore hier en consultation, Vive Neymar. coach et mon kiné, etc., qui disaient ouais, vous pouvez tolérer 1 à 3% de douleur. Enfin, 1 sur 1 à Ouais. 3 sur une échelle de 10. Ok. Moi, j'utilise pas ça. T'as testé les deux ? J'ai testé les deux. Et Intéressant. Pour moi, c'est pas nécessaire
c'est pas si on fait exactement ce que je vous enseigne, je vais pas tout spoiler quand même là. Oui, non, vous allez non. faire la mentorship. Évidemment. Mais si vous faites exactement ce que j'enseigne, on n'est pas obligé de travailler dans la douleur du tout. On travaille autour. Hein? On travaille autour. On travaille autour. Donc, Et si on fait le truc bien, spécifiquement, regarde. Est-ce qu'on est d'accord que la plupart des gens ne savent pas juger, vous qui utilisez peut-être les RPE ou des trucs comme ça? oui. Donc, personne ne sait juger combien ils ont de reps en réserve, Ouais, RPE, quasiment, etc. ouais. ok C'est Tous ces difficile. facteurs, c'est vrai, tous ces facteurs subjectifs, au final, même pour les athlètes du plus haut niveau, ils ont du mal à le quantifier. Donc, qui me dit que sur ta douleur, tu es vraiment sur du Ouais. 3? Il remet Ouais. en question tout ce qu'on dit. Voilà pourquoi tu préfères être à zéro, toi. Voilà pourquoi je préfère En être à gros, t'es zéro, sûr. sachant que je sais expliquer pourquoi. Là où je vais me positionner, en gros, j'essaie de contourner pour pas trop spoiler non plus. Je saurais expliquer pourquoi ce n'est pas nécessaire d'aller dans la douleur tout en créant des adaptations dans cette zone qui est problématique. Ok, donc tu travailles sans douleur. Et le deuxième point, tu avais dit que tu avais deux. Oui, Des alors avenues. c'est de travailler spécifiquement, ce que tu disais, sur les tissus Ok. problématiques avec l'intensité tolérable. Et tolérable, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire ce que tu arrives à tolérer. Imaginons que c'est très simple. Si tu utilises un facteur subjectif ici, encore une fois, il y a deux trucs que tu dois... Je vais spoiler un peu. Il y a deux trucs que tu dois garder en tête. C'est la position, ok, et l'intensité. Ce sont les deux facteurs que tu vas devoir manipuler. Mhm. Moi, ce que je te dis, c'est que la position, déjà, on ne veut pas travailler dans la position qui est douloureuse. Travaille Ok. autour. Ça, on l'a dit. Proche. Ça Proche. répète Vous connaissez aussi. la règle. Ok. Proche. Ensuite, le deuxième truc que vous allez devoir manipuler, c'est vous manipulez dans un premier temps la position, et vous êtes proche, vous respectez les règles qui sont données, eh bien, vous allez devoir trouver l'intensité qui est tolérable proche de cette zone problématique. Ouais. Et vous pouvez, vu que vous n'êtes pas exactement dans la douleur, produire une certaine quantité d'intensité. Ok. Ça a du sens? Mhm. Et cette quantité d'intensité, certes, elle est subjective, mais encore une fois, je ne suis pas dans la position exactement douloureuse. Et bien à partir de là, je vais pouvoir créer un modèle de progression. Principe de la surcharge progressive. Principe de la spécificité. Mes tissus vont être aptes à faire face à plus de contraintes et s'adapter à ces contraintes-là. Et tu vas pouvoir balayer une plus grosse amplitude au final. There you have it. Est-ce qu'il C'est vaut ça. mieux, est-ce qu'il vaut mieux, Oh. est-ce qu'il vaut mieux travailler, par exemple, ok, la personne, elle tolère 50% Ouais. dans la zone douloureuse, Ouais. 50% d'intensité, pour que ce soit clair, ou alors elle tolère 100% à 10 degrés en dehors de cette intensité. C'est quoi le mieux? Si tu as déjà... si tu as déjà... Ok, ça veut dire que tu as deux trucs. Tu as la position et tu as l'intensité. Ouais. Si tu as déjà... Elle tolère 100% à la limite de la zone douloureuse, c'est-à-dire que tu as déjà fait le travail nécessaire que j'ai mentionné auparavant, et maintenant, tu as balayé la zone douloureuse. C'est-à-dire que tu peux déjà y accéder, mais tu peux pas y accéder avec toute l'intensité. Ouais. J'ai pas compris. Bah là, maintenant, tu n'as qu'un truc à manipuler. Attends, juste, j'ai pas compris. T'as balayé la zone douloureuse. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais pas te mettre dans la position. C'est-à-dire qu'avant, dans l'angle problématique ou Ouais. les angles problématiques, tu pouvais pas t'y rendre. Ok. Tu tolérais 0% Ouais, d'intensité. c'est 0%. Ok. Oui. Si tu fais ce que je te dis, au bout d'un moment, eh bien, tu vas progressivement pouvoir tolérer un peu plus d'intensité. Et c'est l'exemple que Nathan nous a donné. Et il dit dans cette zone-là qui était auparavant problématique, D'accord. où je ne pouvais que je pouvais pas m'y mettre, tout simplement. Ouais. Et bien là, maintenant, j'arrive à tolérer 50%. C'est-à-dire que la position, ça c'est bon, on a accès à la position. Ok. Le seul truc qu'on doit faire maintenant, c'est progressivement charger ces tissus. Je ne resterai pas à 100% avant. J'irai dans la position, dans l'angle, et j'essaierai d'augmenter cette fois-ci l'intensité. Ah, ok. Mais donc, en soi, tu périodises un peu les deux, en fait. C'est Bien deux sûr. exercices différents, en fait, que tu mettras en place. Exercice ou position. Ouais, Ouais. ok. Exactement, ouais. Ouais, parce qu'au final, tu pourrais faire n'importe quoi. Dès que tu as trouvé une position qui est un peu ok. Tant que tu arrives à placer les contraintes dans la direction dans laquelle tu veux la placer, Ok. Et si tu as une personne, je pense que tu as déjà bien eu face à des personnes comme ça, mais vraiment, tu peux quasiment rien leur faire faire. Ouais. Enfin, est-ce que tu en as déjà eu? bien déjà sûr. Tu fais quoi? Parce qu'il y a des personnes, honnêtement, quand ils ont mal, t'as l'impression, enfin, le gars, il a mal à l'épaule, tu lui demandes de faire une rotation, il a mal. Interne, externe, il a mal. Flexion, extension, il a mal. Ouais. Abduction, adduction, il a mal. À chaque mouvement de l'épaule, il a Ouais. mal. Et si du coup, on prend ce système-là de Ouais. traiter sans douleur, Ouais. tu peux pas traiter. Si tu peux. Oui, évidemment que tu peux. Mais
Je suis garanti qu'il y a un truc à faire. Ouais. Le problème, c'est que comme on pense en exercice générique, c'est ça le problème du mouvement. Quand on dit faut bouger. Le mouvement, c'est la solution. Ben forcément, quand tu associes le mouvement et c'est pas spécifique, ben tu dis, bah allez, si tu peux tolérer un 3, c'est bon, tu vas dedans. Parce que tu n'arrives pas à bien spécifier les zones dans lesquelles tu peux bouger et pas bouger. Et moi, ce que je te dis, c'est que je suis persuadé, et sinon la personne ne vit pas. Ça veut dire que tu es une personne qui est comme ça. Ouais, évidemment. Il y a des zones dans lesquelles elle peut bouger. C'est sûr. Et ce que tu dois faire, c'est bouger dans ces zones-là. Alors ça va peut-être sortir de ton modèle classique standard de musculation. Peut-être que tu vas essayer pompe, ça ne marche pas. Peut-être que tu vas essayer de développer aux haltères, ça ne marche pas. Ouais, bah peut-être que ces personnes-là, tout ce qu'elles doivent faire, c'est juste faire ça. Et ça va se transformer en ça. Et ça va se transformer en ça. Oh, ça. Et ça reste dans nos amplitudes de développé couché au sol. Okay, en floor press. On peut reprendre. Et là, on reprend. Ouais. C'est simple. C'est ça le game. Ouais, du coup, par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que là, on en parle en 15 minutes. Ouais. En réalité, ça prend 1, 2, 3, 6 mois, 1 an. Ça prend le temps qu'il faut prendre. Voilà, ça prend le temps que ça prend. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied. C'est bien, t'as bien dit. T'as anticipé ma question. C'était, du coup, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as trouvé la position? La position, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu mets en place de l'isométrie? Ouais. Bah, t'as un continuum, encore une fois, d'intensité. T'as des différents régimes de contraction qui vont nous permettre de commencer ou pas commencer. Tu vois, il y a la relation force-vitesse qu'on doit maîtriser. Et ce sont toutes ces variables-là qu'on va manipuler. On sait que, au tout début, la vitesse, on n'arrive pas à la tolérer. On va travailler avec vitesse la plus basse possible. Quelle est la vitesse la plus basse possible? L'isométrie. Ok. Qu'est-ce qui nous permet de quantifier subjectivement, objectivement, hein, d'ailleurs, si vous avez un dynamomètre ou un truc comme ça, la force qu'on produit sur l'angulation spécifique, l'isométrie. Ok. Donc c'est ça qu'on appelle, ce qui crée le moins de shear force. Comment on dit ça en français? Force de cisaillement. Ouais, de cisaillement, ouais. L'isométrie. C'est un peu le point de départ. Tout le monde le sait aujourd'hui. Oui. Après, on s'attarde sur certains régimes de contraction. Et ce que je disais dans le séminaire, justement, c'était ça. C'est que on interprète mal ce pourquoi on utilise certains régimes de contraction. On ne comprend pas fondamentalement ce qu'on doit comprendre. En vrai, tu pourrais utiliser des autres régimes de contraction si tu manipulais la bonne variable. Ouais. Genre limite, tu vas ultra lentement sur des exercices. Et au final, tu te rapproches un max de l'isométrie. Et t'es en dynamique. Ah, tout est dit. Franchement, donc la progressivité, c'est ça en fait. C'est trouver la position, ensuite adapter l'intensité et au fur et à mesure réintégrer ça dans un continuum force-vitesse. Ça veut dire progressivement l'exposer à du mouvement dynamique jusqu'à aller à un mouvement de vitesse max à intensité max. On peut partir. On finit le podcast, non? C'est ça, les gars. Je sais pas. Pour toi, c'est tellement simple pour moi, mais tout le monde fait ça faux. Non, et je vais vous dire pourquoi les gens font ça faux. Parce que les gens pensent en exercice. Oui, mais pas en méthode. En principe. Mais c'est difficile, hein, même pour nous, tu vois, ça a demandé quand même beaucoup de remise en question parce que tu es le boss final et que nous, on a été formés, tu vois, dans le système où tout le monde est formé. Et donc il faut... Mais moi aussi. Ouais. Mais en tout cas, mais moi aussi. Non, mais ce qui me fait plaisir, par contre, je sais pas si t'as le même sentiment que moi, mais c'est que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il vient d'évoquer, pour moi, c'est pas du chinois déjà. Non, il y a une certaine compréhension derrière. Alors évidemment, je vais réécouter le podcast, je vais prendre des notes et je vais systématiser derrière. Mais c'est cohérent. Moi, ça me parle en tout cas. Ouais. Tu vois, quand je le dis même à des gens qui viennent en consultation, ils me font putain, ça fait sens en fait. Ouais. Tu vois? C'est simple. Putain, bah ouais. Bah ouais, les gars. Évidemment. Je dois se 2016 les gars, 2015-2016, bah ouais. Et d'ailleurs, bookez votre réservation, votre consultation avec Kevin. Hein. C'est ça, bookez le programme Mentorship surtout les gars, c'est pour vous que je fais ça. Les gars, parlons vrai. Moi, je suis un gars comme vous, j'ai fait même parcours académique. Moi, les gens qui viennent à mon séminaire sont des gens qui ont des parcours académiques même plus élevés que moi, souvent. Oui. Et aujourd'hui, je travaille avec des gens qui ont un parcours plus académique que moi, plus élevé, et qui viennent pour des consultations, et qui viennent se former. J'ai des gens de partout qui sont déçus de certains professionnels et qui viennent me voir. Et aujourd'hui, j'ai construit un carnet d'adresses. C'est un truc de fou. Et je suis personne.
Je suis pas plus que vous, plus qu'un autre, etc. C'est juste que j'ai compris certains trucs qui ne sont pas répétés de façon mainstream. Et ça fait que je suis là où je suis. Il n'y a personne qui m'a rien donné. J'ai eu des résultats parce que j'ai compris certains trucs, j'ai associé certains trucs. Et je me dis, en fait, c'est ça la logique correcte à suivre. Et que t'as pas ta langue dans ta poche. Et j'ai pas, bien sûr que non. Et heureusement. Ah, mais heureusement pour nous. Hein. Ouais. Heureusement pour nous. Non, mais parce que Nous non moi, plus, on l'a moi, pas quand dans j'ai la créé mon poche. programme mentorship, c'était mon but, c'était de partager. Ouais. C'était ça. Bah, en fait, c'est ça. Parce que moi, j'ai envie qu'un maximum de personnes aient les mêmes résultats que moi j'ai eu. Et les gens direct, ils pensent que t'as la grosse tête. Mais non, en fait, déjà, même sur les réseaux, moi, j'aime pas trop les haters, faut dire ce qui est. Parce qu'en fait, les gars, ils viennent critiquer. Mais de base, mec, c'est une plateforme gratuite où tu viens juste partager. Ouais. Tu partages. Si demain, je partage rien, j'ai pas de haters. Et les mecs, ils osent venir te dire quelque chose. Moi, j'ai des amis à moi, des fois, ils me disent, ça, c'était pas ouf et tout. Je lui dis, fais-le. Après, on en parle. C'est ça. Et... Moi, si je fais pas, parle même pas avec moi. Voilà. Ok. C'est clair. Et est-ce que du coup, tu as eu affaire à des personnes, vraiment, ton domaine de compétence, il s'arrêtait, tu n'arrivais pas à traiter? Parce que par exemple, en kiné, ça parle de red flag aussi. Alors, j'ai pas du tout les termes, mais il y a des trucs, c'est red flag et il faut les emmener voir consulter ou imagerie ou je sais pas trop. Voilà. Est-ce que tu as eu affaire à ce genre de personnes? Tu sentais, tu avais testé un peu toutes tes pensées, testé tout ton système et tout ce que tu dis, l'angulation, l'intensité et tout. Et tu sentais que ça progressait pas. Ça faisait 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, tu traitais. Je sais pas si ça t'est arrivé aussi longtemps que ça, mais est-ce que tu as renvoyé vers d'autres spécialistes ou jamais? C'est moi. Non, je rigole. Moi, je vais commencer par dire ça. J'ai aucun problème à déléguer le travail. Ouais. Je pense que ça fait partie de notre métier et qu'on doit savoir le faire. On doit savoir où nos limites se trouvent. Ça sera toujours la règle numéro 1 pour moi. Le seul problème que j'ai parfois, c'est m'entourer de beaucoup de professionnels compétents à qui justement je peux déléguer du travail. Déléguer du travail parce que soit j'ai pas le temps ou alors parce que ça sort de mon domaine de compétences. Okay. Et c'est là où je trouve que mon programme mentorship est intéressant. Parce que mon programme mentorship, je partage ce que moi je sais. Mais je valorise ce que vous savez. Et ça a toujours été le cas. C'est, hey, les gars, je ne sais pas ce que vous savez. On a tous des spécialités, comme on l'a dit. On a passé plus de temps à étudier certains trucs que d'autres. J'ai aucun problème à dire, hey, tu sais quoi, lui et moi, on parle la même langue maintenant. Mais il va être peut-être un peu plus calé sur ça. Va le voir lui. Au contraire, mon client va être reconnaissant. Tu vois? Parce que là, je suis vraiment... Mon but, au final, notre but, c'est d'aider les gens. Là, je suis en train d'aider la personne. Je ne suis pas en train de lui rendre un service si je me force à faire des trucs que je ne maîtrise pas. Okay? Ceci étant dit, est-ce que j'ai déjà été dans cette situation? J'ai déjà été dans des situations dans lesquelles on partait un peu défaitiste. Et on ne savait pas si vraiment j'allais pouvoir faire quelque chose. Mais l'accord était de se dire, hey, on teste. Tu vois. Écoute, là, dans cette situation, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire, mais ce que je peux proposer, c'est de faire ça. Éventuellement, tu pourras considérer l'autre option après ou à tout moment si tu le désires. T'as un exemple concret ou pas? Juste pour avoir une J'ai plein d'exemples. Il faut penser aux gens qui pensent à par exemple, à une opération. Okay. Ouais, c'est bien qu'on parle de ça. Ouais, qui pensent à une opération et qui se disent, hey, mon chirurgien m'a recommandé l'opération. Hey, mais est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose? Hey, moi, je pense que oui. J'ai eu des cas avec des déchirures partielles de tendons, par exemple, qui étaient extrêmement douloureuses. Ok, on va faire le nécessaire. Et on suit mon protocole. Et ce qu'on voit, c'est que on a une amélioration d'un point de vue structurel. C'est-à-dire, sur image, même le chirurgien dit, ouais, c'est un truc de ouf. En fait, on a reconstruit du tendon. C'est vrai. Facts. Et on a même du programme mentorship. Facts. Et du coup, bref, on a vu des améliorations sur image sur le tendon. Donc, une régénération du tendon. Mais la conclusion, c'était, hey, la déchirure est tellement importante que tu vas prendre une décision. Soit tu vas continuer comme ça et ça va durer des mois et des mois et des mois. Soit on fait une reconstruction d'un point de vue chirurgical et ensuite tu suis ton processus de réathlétisation. Et parfois, bah, ça s'est fait. Tu vois. Ok, écoute, là franchement, j'en ai marre. Ça fait 6 mois que je suis mon truc. Ça va mieux, mais le gain est minime. Ah, vas-y, tu fais l'opération et ce qui compte après, c'est comment tu vas revenir. Ça a du sens. Ça, après, j'ai eu quand ça sortait de mon domaine de compétences, quand on parle de déformation structurelle, au niveau d'un os par exemple, et bien là, hey, on essaie de faire ce qu'on essaie de faire, ça va un peu mieux,
Par exemple, au niveau de la hanche, ça m'est arrivé avec certains clients. Et la douleur était toujours présente. Tu vois. Par exemple, avec un cycliste, je me rappelle d'un de mes cyclistes avec qui j'ai travaillé. Hey, moi, je peux rien faire au niveau de la structure de l'os. Je peux pas altérer ça. Donc, hey, on va faire en sorte qu'on maîtrise ce qu'on arrive à... On bouge les mêmes règles. On bouge ce qu'on arrive à bouger. On améliore ce qu'on arrive à améliorer. Si ça amène à un bien-être général, tant mieux. Sinon, eh bien, tu vas passer sur la table Sur le billard. Voilà, c'est ça. Et c'est là où, encore une fois, tu comprends que eh bien, les chirurgiens sont importants. Tu vois, les gens, parfois, ils interprètent ton discours. Ils disent, ouais, ça sert à rien. Là. Non, c'est pas ça. C'est que, éventuellement, c'est la dernière option. Et tu veux la considérer en dernière option. Mais elle est là. Et c'est important de le savoir. Tu sens ce que je dis ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais, totalement. Mais donc l'opération reste quand même le dernier recours. Selon moi. Moi, je pense aussi. Et moi, Moi tu vois, aussi, je me suis fait opérer des croisés. Et moi, dès le début, on a envisagé l'opération. Ouais, moi aussi. Moi, j'étais un moldu à l'époque, tu vois. Je connaissais pas. Et je me suis fait opérer. Et c'est après, quand j'ai fait 6 mois de kiné post-op, que j'ai vu que déjà, j'avais un gros déficit de masse musculaire, de force, et surtout pas toutes mes amplitudes. Et le kiné, il me dit, ah, on a fini. Ciao, casse-toi. Et c'était pas acceptable. Et c'est là où j'ai commencé à me former à tout ça, la mobilité, les formations d'Alexis, de toi, bref, tout ça. Et aujourd'hui, c'est la vision que j'ai. Limite, j'ai envie de me refaire un croisé pour que... Voir ce que tu es capable de faire par toi-même. Voilà. Avec tes Et compétences. voir à partir de quel moment l'opération est obligatoire. Ouais. Parce que je pense qu'elle l'est pas, elle l'est plus. Et il y Moi, a j'ai- des exemples de ouf comme ça, comme Tom Tellier qui a fait le mentorat, par exemple. Bah, Tom, l'histoire de Tom. Tom, avant de commencer son histoire, eh ben, il m'avait contacté. Tu vois. Shout-out à Tom qui fait du bon taf. Et qui m'a dit, Kev, t'as déjà des gens avec des ligaments croisés qui n'ont pas fait l'opération? Et je dis oui. Je dis oui. J'ai pas assez de cas concrets, mais j'ai eu 4-5 clients avec qui on a décidé de ne pas faire d'opération. Et c'était à l'époque, hein. Tu vois, c'était pas mainstream encore aujourd'hui comme aujourd'hui. On a dit, hey, tu sais quoi? On va essayer de ne pas faire d'opération et on a pu refaire toutes nos activités. Maintenant, encore une fois, ça dépend de à quel moment. Si tu vas revenir sur le terrain, par exemple, et tu es sous contrat, tu es un gros joueur de foot, etc., bah, tu vas choisir ça parce que C'est la rapidité. c'est la rapidité, Du coup, c'est ce des qu'on va millions, donc, prôner. Exactement. Ouais, bah ouais. Ça dépend du contexte, encore une fois, de quelle activité tu veux faire, de à quel niveau tu veux pousser ton genou par la suite. Mais au final, est-ce que même pour un sportif, tu vois, un footballeur qui coûte des millions, qui veut assurer sa longévité, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt plutôt à faire d'abord le max sans se faire opérer avant de... Si mais- les- Encore une fois, on en revient à ce qu'on disait auparavant, c'est qu'il y a plein de variables à prendre en Ouais, bien considération. sûr. Bien C'est sûr. ça. C'est- Mais dans l'absolu, moi je pense que l'opération, elle est Ouais, mais je pense, envisagée en ultime recours. mais il se fait ouais. En Le isolation, oui. En isolation, oui. C'est-à-dire si on prend que ces variables-là. Ouais, après, Si on prend le mais- variable que absolument, je suis hey, d'accord. tu sais plus si tu vas jouer, t'as ça, football, ouais. le contrat, les gars, ils Voilà, mettent la pression, exactement, etc. c'est C'est- Ouais, mais oui, si on dans un monde utopique sans contrat et tout, ouais, peut-être que Ouais, ça c'est vaut clair. la peine. On parle de mobilité, du coup, un peu de travail articulaire et puis de contraintes pour améliorer la résilience de nos tissus. Et aujourd'hui, tu as pas mal de gars sur les réseaux qui critiquent un peu le système FRS, FRC en disant que c'est une vision un peu trop biomécaniste. Toi, qui t'as fait partie du truc, Ouais. il y a un moment, tu devais même être... Instructeur. Master instructeur. ouais, Ouais. tu l'as pas fait pour développer ton biz. Mais est-ce que toi qui as été en interne à ce truc et qui a fait toutes ces formations-là, est-ce que tu trouves que c'est une vision trop biomécaniste ou pas? Moi, je pense que la plupart des gens qui. Déjà, je pense que la plupart des gens qui ont fait les cours du système ne le comprennent pas. Et c'était le discours même du créateur du système. C'est pour ça qu'il y a très peu de master instructeurs. Parce qu'ils sont très sélectifs, en fait. Très sélectifs avec le fait de sélectionner exactement ceux qui, pour eux, voilà, ils estiment qu'ils ont compris le système dans son intégralité. Et la plupart des gens n'ont pas compris. Je dirais que 95% des gens n'ont pas vraiment compris le système. Et c'est pour ça que, bien entendu, si tu as des gens qui l'ont pas compris, en plus qui parfois l'exposent et font des raccourcis, et sur le côté, tu as des gens qui analysent ceux qui n'ont pas compris le truc, c'est clair que ça fait des raccourcis qui sont catastrophiques. Donc, moi, je pense que, comme je l'ai dit, la plupart des gens n'ont pas compris. Moi, je le vois. Je sais qu'il n'a pas compris. Je sais qu'il l'interprète mal. Je sais qu'il fait des raccourcis aussi dans les conclusions qui sont données. Donc voilà, c'est pas. Il n'y a rien de nouveau, les gars, ils ont rien inventé non plus. Ils ont juste systématisé certains trucs comme moi j'ai systématisé certains trucs. Ouais. Et l'art est dans ça, j'imagine. Mais parce que même sur le niveau de preuves scientifiques, tu vois, il y en a qui remettent ça en question, que
il s'appuie sur des données qui sont, enfin, en gros, qui sont pas évidentes. Et puis souvent, c'est prouvé chez les animaux, chez le rat, des choses comme ça. Ouais. Alors, c'est pas valable. Encore une fois, je pense que c'est faux d'en arriver à cette conclusion-là. Parce que je pense que ce qu'ils font, c'est d'accumuler différentes sources d'évidence qui mènent vers une même direction. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est ça. Et je pense que c'est légitime de penser ce qu'ils pensent de manière générale. Moi, il y a des trucs avec lesquels j'étais pas d'accord, par exemple, par le passé. Il y a des trucs sur lesquels j'étais pas d'accord et j'avais raison de pas être d'accord. Et ils ont confirmé ça. Par exemple, au début, t'entendais les gens dire le stretching passif. Et moi, j'étais un de ceux-là qui disait le stretching passif, le stretching passif, ça crée pas d'adaptation, ça sert à rien. Ok. Et moi, à force de faire du stretching passif dans des intensités relativement élevées, etc., et sortir, j'étais courbaturé. Je dis non, il y a un truc qu'on fait de faux. Et c'est là où j'ai compris, en m'attardant un peu plus sur tout ça, que en fait, le stretching passif, eh bien, c'est de la force qu'on place, c'est de la tension mécanique qu'on place sur nos tissus. Et c'est là où ça m'énervait quand j'entendais les gens répéter juste ce que Dr Spina disait. Eh bien, c'était que, moi, j'ai dit non, le stretching passif, on place de la force sur nos tissus. Tu vois, déjà. Ouais, bah ouais. Et donc, on a des adaptations qui vont être liées à ce stretching passif. Est-ce que c'est suffisant? Non. On est d'accord. Mais est-ce qu'on a des adaptations tissulaires? Oui, absolument. Est-ce que c'est bénéfique? Oui, absolument. Sans même la composante active. Tu vois? Ouais. Et ça, c'était mon discours depuis longtemps. Et quelques années après, ils ont updaté le truc. Tu vois? Et ils ont dit, ouais, ils ont changé. Ouais, c'est pas que ça sert à rien, en fait. Donc, pour te donner un exemple sur lequel j'étais pas d'accord, et il y a plein de trucs sur lesquels j'étais pas. Je suis d'accord. Pour moi, c'est parmi les gars les plus smart qui existent dans l'industrie. Il n'y a personne au-dessus, je pense. Il n'y a pas plus smart qu'eux. Il n'y a pas Spina que Spina, ouais. Que Spina et Chivers, je pense qu'il n'y a pas plus smart qu'eux. Et je le dis, hein, et j'étais pas moi j'étais en bon terme et tout avec eux. Et puis après, j'ai décidé de. J'ai pas trop aimé le deal qu'on devait faire. Donc voilà. Mais ça n'empêche que je peux te dire, c'est des gars, ils sont super smart. Moi, ce que je reprochais, et maintenant qu'ils ont mis à jour, et que moi j'avais mis avant, je vais me donner des crédits, c'était d'intégrer le tout dans un modèle complet. Ouais. Tu vois? Pourtant, moi, c'est ce que je fais depuis le début. Si vous regardez, remontez les mecs. Moi, j'ai fait ça, et c'est ça que je voulais enseigner. Parce que moi, j'ai jamais voulu m'enfermer à faire que de la mobilité. Ouais, bah en fait, c'est là, on tombe vite dans le piège. Hein. Et en fait, c'est ça. Et en fait, leur système était très biaisé par rapport à ça. Et moi, ce que j'étais là, non, moi, je fais du développement athlétique. Comment j'intègre ça? Et c'était là les pièces manquantes. Et tout ce qu'ils utilisent là du modèle Westside Barbell. Écoutez le premier podcast que j'ai fait avec Sean en 2019. Je parlais de ça déjà. Déjà fait. Déjà à l'époque. Non, en anglais là, tu l'as écouté? Moi, je suis son tout premier podcast à Sean. Ouais, à Sean en anglais. Ouais. Il m'a dit, personne ne le connaissait. Je dis, vas-y gros, je te donne la force. Nous non plus, personne ne nous connaissait. Voilà. Peut-être que. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que j'en parlais déjà. Donc ce modèle-là qu'ils utilisent un peu de Westside et que j'ai présenté, etc. Moi, je fais ça depuis longtemps. De la même façon. Tu vois? Après, je n'irai pas jusqu'à dire que j'étais en avance, mais les faits diront que... Non, mais c'est vrai parce que, du coup, dans ce que tu dis là, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent que dans la mobilité. Il y en a que dès qu'ils connaissent le système FRS, c'est que ça. Que ça. Maintenant, il n'y a plus de muscu, il n'y a plus de body, il n'y a plus de développement athlétique. C'est juste tu fais de la mobilité. Ça développe tout. Alors mais non. non. En fait, c'est à inclure. En réalité, c'est à systématiser. Et comme tu as dit, tu l'as très bien dit, il faut l'inclure dans ton système à toi. Parce que sinon, il manque des pièces, quoi. C'est exactement ça. Et si tu le fais, tu peux l'essayer sur toi-même, auditeur, auditrice, mais même moi, je l'ai déjà testé. Fais que ça pendant 2 mois. Tu vas voir le jour où tu retournes sous une barre, où tu vas mettre une charge externe. Tu vas vite comprendre qu'il te manque des pièces au puzzle. Pour certains, malheureusement, c'est nécessaire de faire un maximum de ça. Ouais, ok. Quitte à éventuellement sacrifier le modèle standard. Toi, dans ton système aujourd'hui, tu dirais qu'il manque un truc? Pour moi, non. Parce que par exemple, bon, j'ai pas fait tout le mentorship, mais je sais que au séminaire, normalement, Sean était prévu pour parler un peu d'endurance, tout ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui manque à ton système, tu vois, tout ce côté cardio-resp ou... Non. Si tu veux, on peut collaborer. Non. Moi, je trouve pas qu'il manque à mon système.
Moi, il faut savoir que moi, je parle de zone 2 avant Sean, no disrespect. Moi, je parle de zone 2 il y a bien longtemps. À l'époque, celui qui avait introduit à ça, il n'était même pas encore connu, c'était Joe Jamieson. Ok. Donc moi, je parle de ça il y a très, très, très longtemps, les gars. Pour savoir si ceux qui ont fait mon premier client, vous connaissez Sally, qui est ma coach assistante. Ouais, bien sûr. Oui. Sally, elle peut vous le dire. C'est un des premiers trucs avec lesquels j'ai branché, zone 2. Tous nos clients, les 3 premiers mois, c'était la fondation, pour nos coachés en ligne. Je parle de 2016, hein, les gars. Ouais. Mhm. Et on faisait tout le temps, c'était les blocs zone 2. Au début, on bombardait ça à fond. Ok. Parce que c'était l'époque du hit, les gars, à cette époque-là, il faut se dire. Ouais. C'est-à-dire que je suis vraiment à contre-courant. Hein. Et moi, je dis non, on va poser la fondation. Ok. Et on faisait de l'endurance fondamentale. Et après, on ramenait le tout avec un modèle de progressivité pareil, avec du travail de seuil, etc. etc. Mhm. J'ai fait tout ça. Je parlais de ce conditionnement avant que ça soit à la mode. Mais nous, on pouvait pas. Moi, Quoi j'avais 12 ans en Non. 2016. Non, mais pour te dire que c'est pas un truc qui me manque. Maintenant, je vais te dire pourquoi je m'attarde pas trop dessus. Parce que pour moi, je regarde, encore une fois, Je sais. je vais regarder ce qui... Hein Je sais pourquoi. Enfin, je pense savoir pourquoi Ouais. tu t'attardes pas trop dessus. Sur ce qui me donne le plus de retour sur investissement. Tu vois. Et je pense que pour la population générale, qui est la démographie avec laquelle je travaille, et les athlètes de haut niveau, eh bien, c'est ce qui me donne le moins de retour sur investissement. Ouais, voilà. Si je travaille avec la population générale, pour eux, déjà marcher, c'est de la zone C'est 2 de la déjà. zone 2, totalement. Ok. Ouais, total. Bah, Donc moi, déjà c'est leur ce que je demander de marcher, programme, c'est hein. ça. Où je vais créer des meilleurs résultats, ça va être à la salle de sport, ok, avec un modèle standard et avec du travail articulaire. Et mon temps est limité. Tu vois, c'est pas comme si Totalement. j'avais plusieurs heures par jour. Ok. Que 1 heure, 2 fois, 3 fois dans la semaine. Ouais, si le gars il s'entraîne 20 heures, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Si tu as de l'autre côté un athlète de haut niveau qui, de manière générale, moi, ont déjà des sports, pour moi, le meilleur cardio, ça va être le sport en question. Ouais, de ouf. Et encore une fois, leur temps est limité. Alors oui, je pourrais rajouter de la zone 2, du travail de seuil, etc. À quel prix? Au détriment des autres trucs qui, pour moi, vont peser plus lourd sur la balance. Ça a du sens? La spécificité encore. Alors si tu Un travailles, petit peu. exact, si tu travailles avec des athlètes d'endurance, bien entendu, le Ah conditionnement, oui. c'est important. Heureusement qu'il faut connaître ça. Voilà, ça a du sens ou pas? Ouais, ouais, totalement. Mais pour répondre à ta question, pour moi, il manque rien. Au final, même personnellement, moi, dans ma pensée à moi systémique, c'est à l'inverse. Au Exact. final, c'est moi le conditionnement. Il faut que je mette à 200% là-dessus et que limite le développement articulaire et la préparation physique, ce soit au second plan. Même si, selon moi, ça devrait être quasiment au même plan. Avec le Ça dépend temps sur que quoi tu tu as à vas. disposition. Ça dépend ce que tu vas coacher. Ah oui, totalement. Oui, mais en général, sur des sportifs d'endurance, moi, c'est genre trail, vélo, Ouais. runner. Ouais. Voilà, le développement du conditioning, il est beaucoup plus important qu'avec une personne lambda ou un athlète de haut niveau de n'importe quel sport. Ouais. Mais du coup, encore une fois, c'est le retour sur investissement. Mon retour sur investissement, si le gars, je le fais pas courir, j'ai beau lui faire toute la muscu qu'il veut, Ouais. il sera pas performant. Et pareil, un basketteur, si je lui fais faire plus de muscu, il peut être peut-être plus performant. Mais si demain je le fais courir tous les jours, il sera pas plus performant. Exact. À quel détriment aussi. Et je pense aussi que la valeur que moi j'ajoute en tant que professionnel, eh bien, elle est plus importante sur ce sur quoi je m'attarde le plus. Moi, je pense que, et encore une fois, bien entendu, c'est pas la meilleure façon de le faire, mais n'importe qui peut partir courir et peut éventuellement arriver au stade de courir un semi-marathon, un marathon même. Alors, bien entendu, tu ne devrais pas le faire, tu devrais prendre un peu de technique de course, etc. Mais n'importe qui peut le faire. Par contre, pas n'importe qui peut venir et placer des perfs en salle ici, avec des charges externes, avec des sauts, avec du travail articulaire. C'est là où je pense que l'expertise, pour moi, elle est un peu plus valorisée de ce point de vue-là aussi. Et est-ce que tu penses que c'est probablement lié à la théorie de l'évolution, dans un sens où de base on était fait pour marcher, courir, chasser, et pour manger et survivre? Est-ce que tu penses que du coup cette théorie peut expliquer le fait que courir tout le monde peut le faire, mais que tu dois être encadré en musculation? Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu du fait que la musculation, au final, c'est quelque chose qui a été créé par l'homme. Ouais, voilà, exactement. Donc ça c'est rentre ça. avec des règles, encore une fois. Et ces règles doivent être enseignées. Alors que c'est plus ou moins naturel de courir. Donc Ouais. clairement, ouais. Intéressant. Bon, si on retourne sur la blessure, du coup, la dernière étape, c'est
C'est après que tu as fait ta réhab, quand est-ce que tu... En fait, déjà, où s'arrête la réhab? Genre là, je vais mieux, bam, je reprends le sport à donf. Ouais, ça c'est l'erreur que la plupart des gens Tout le font. monde fait. La réhab, encore une fois, il faut voir ça comme un continuum. Ouais. Donc, c'est pas un moment précis où ça s'arrête en disant ok, là c'est bon, tu retournes à ton activité. Et ça, je pense que c'est l'erreur que la plupart des gens commettent. Et malheureusement, c'est commis à cause d'un mauvais encadrement professionnel, selon moi. On nous ramène à un certain niveau et on dit retourne faire l'activité dans laquelle tu t'es blessé. Or, l'idée, c'est de créer cette fameuse marge de sécurité que j'ai tant abordée et de dire hey, tu t'es blessé quand tu étais là. Ok? T'es blessé quand tu étais là, du coup, tu descends à ça. Ok? Et ensuite, ce qu'on fait, la mauvaise réathlétisation selon moi, c'est qu'on te ramène là et on dit hey, retourne faire le truc que tu faisais là où tu t'es blessé. Et du coup, il y a un gap en fait. Il y a un fossé entre là où tu t'es blessé, du coup, tu étais plus performant avant la blessure. Ok? Et c'est problématique. Et c'est pas pour rien que les gens se reblessent toujours au même endroit. Ok? Donc, nous, ce qu'on aimerait faire quand on fait une bonne réathlétisation, c'est augmenter cette capacité. On veut être au-dessus de là où on était lorsqu'on s'est blessé. Revenir meilleur, ouais. Revenir meilleur, c'est ça. Parce que comme ça, et c'est toute l'idée de la prévention ou de la mitigation de blessures, c'est de se dire, je peux me retrouver dans la même situation dans laquelle j'étais, mais cette fois-ci, je suis prêt. En fait, on en Et revient j'aurai au pas de départ. blessure. On en revient au départ, parce que ce concept que tu retrouves dans tous les domaines que tu as dit, avoir La marge de une sécurité. Voilà. La clé, c'est ça. C'est ça. That's the name of the game. On doit avoir créé cette marge de sécurité. Du coup, quand est-ce que tu sais que tu as créé cette marge de sécurité et que du coup, tu peux retourner à ton activité? Bon, il y a plein de trucs que tu peux quantifier. Ouais, moi, l'exemple que j'ai en tête, là, c'est par exemple, tu fais... si par exemple, tu traques le profil force-vitesse, Ouais. il y a un truc qui se fait, c'est à la fin de ta réhab, tu retestes pour voir si le mec, si ton athlète, il est au même niveau Ouais. que Qu'avant. là où il était avant. Et Exactement. imaginons que tu l'as pas testé avant. Mais voilà, là, du coup, c'est quand même quelque chose qui est assez poussé. Ouais. Maintenant, des choses un peu plus simples, un peu plus terre à terre. T'as quelqu'un qui vient te voir pour de la rehab et tu la prends en charge, tu la connaissais pas avant. quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On va penser à haute voix ensemble ici. Le premier truc qu'on peut utiliser, c'est l'amplitude de mouvement. Ok. Ouais. Et là, les gens vont savoir, vont se dire, putain, je sais pas, j'avais une double hernie discale. Ouais, totalement. Avant, quand je me penchais vers l'avant, je toussais mes genoux. À la fin de ta réhab, à la fin, entre guillemets, hein, dans ce continuum-là, j'arrive à poser mes pieds à plat. Mes mains à plat au sol. Ok, heureusement, les pieds à plat. Heureusement. J'arrive à poser mes mains à plat au sol. Hey, c'est un gain ou pas? Déjà, ça, c'est quelque chose de quantifiable, ok? Objectivement parlant. Mhm. Après, il y a tout ce qui va être subjectivement parlant également. La personne qui va dire je me sens mieux, je me sens plus fort, etc. Est-ce que j'arrive à couvrir cette zone, cette position dans laquelle auparavant c'était problématique, je me sentais fragile? Là, j'arrive à couvrir avec de la charge externe. Oui, non, tu vois. C'est ce genre de questions-là que tu dois te poser et c'est ce qui te permet d'analyser. Malheureusement, si tu ne savais pas là où la personne était auparavant, c'est un peu compliqué. Mais c'est là où tu vas utiliser les feedbacks de la personne, bien entendu. Après, tu dois te dire ça. Okay. Je vais retourner à mon activité sportive. On l'a vu, on va analyser également le profil du sport. Okay. Et les contraintes auxquelles on va être exposé lorsqu'on fait ce sport. Okay, imaginons dans ce sport, on doit sprinter. Et on sait que lorsqu'on sprint, on va exposer une certaine quantité de contraintes sur nos tissus qui ressemblent à 8 fois, 9 fois notre poids du corps. Okay. Donc on veut être capable de produire ces intensités-là. Donc d'un point de vue programmation, exercice, nos exercices vont nous permettre de quantifier si on est apte ou pas à retourner à notre activité sportive lorsque on met le tout en relation avec le profil du sport. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Je crois que c'est toi qu'on a parlé, soit dans un podcast, soit dans un réel, c'est que souvent, quand tu dis ça, les gens te disent oui, mais comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots, mais c'est que il n'y a pas le paramètre vitesse, il y a pas le... Tu sais, par exemple, il y a cet exemple-là, là, quand tu fais des sauts au sol, des rebonds, tu as quelque chose comme 10 fois ton poids de corps, c'est ça? Ouais, les pogos. Et ensuite, toi, tu vas faire de l'iso, tu vas faire des calf raises, par exemple, pour travailler les mollets, et jamais tu mettras 10 fois la même charge et tout. Ouais. Mais l'erreur à pas faire, c'est que au final, tu vas peut-être quand même retrouver les contraintes que tu vas avoir sur le terrain. Sauf que sur le terrain, ces contraintes, elles sont divisées sur plusieurs
sur plusieurs tissus, en fait. Pas que sur le mollet. Il y a aussi ton genou, il y a aussi tes... Bref, il y a tout ça. Donc, Ouais, c'est réparti. c'est ça, voilà. J'ai vraiment du mal à m'exprimer. Mais en gros, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège aussi que, ouais, on va peut-être isoler, par exemple, tes ischios pour un sprinter. On ne va pas l'exposer à 8 ou 9 fois son poids de corps sur les ischios. Ouais. Encore que, on a vu que tu étais solide. Oh. Mais, 3 Gianni mais, en RDL. mais on le fait de manière isolée, donc au final, ça fait sens après sur de la perf de terrain. Exactement. Mais ça n'empêche que tu peux rajouter ces composants de vitesse en isolation. Et tu dois, Ouais. Tu dois, ouais. tu vois. Mais ce que tu dis, c'est ça. Ce que tu dis, c'est si j'augmente de manière isolée la capacité de tous les tissus qui vont être inclus dans le mouvement lors de la pratique sportive, eh bien, ce mouvement va s'améliorer et j'aurai créé cette marge de sécurité. Ouais, C'est ça, bien sûr. C'est comme on dit, une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. En fait. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Je pense qu'on a bien balayé le. Ouais, mais. Vas-y. Non, bah moi c'était toujours sur ce point de vue, c'est un peu plus d'un, pas business, mais c'est un peu plus relationnel. Comment t'entames une rehab avec une personne? Dans un sens, imaginons, toi on sait que tu as des joueurs de NBA ou enfin des athlètes de haut niveau, je pense que tu les suis depuis un moment. Ouais. Donc on va dire, au pire s'il arrive blessé, tu sais que cette personne-là, tu savais ce qu'elle était capable, tu vas la traiter et ensuite tu vas la ramener au meilleur de son niveau, tu vas repousser la marge, cette marge dont tu parles depuis le départ, tu vas la repousser. Mais nous, d'un point de vue, on est encore jeune, on débute dans le coaching. Non, pas totalement, mais voilà, on n'a pas autant d'expérience que toi. Si demain, moi, j'ai une personne qui vient me voir parce qu'il a mal à l'épaule, par exemple, j'ai eu 2 filles qui avaient mal à l'épaule, j'ai fait une réhab en symbiose, j'ai essayé d'allier l'aspect monétaire avec l'aspect leurs besoins, quoi. Et le truc, c'est que comment t'exprimes à la personne, tu lui dis, voilà, ben, moi, une réhab, je peux pas te dire combien de temps ça va durer. Et d'un autre côté, elle a envie de se dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie que ça dure 6 mois, 1 an, tu vois. Alors, comment La question, t'abordes... c'est comment tu arrives à quantifier pour que d'un point de vue business, tu puisses vendre ce Voilà, service. exactement. Ouais, Comment parce- tu peux vendre ce service dans un sens où la personne, si au bout de 3 mois, elle va mieux, elle a plus mal à l'épaule, comment tu lui fais comprendre que, hey, à 3 mois, t'as plus mal à l'épaule, mais t'es pas encore capable de repartir sur ton activité. Il va falloir prolonger cette rehab. Il va falloir que tu continues encore. Moi, j'ai les compétences, je sais que je pourrais t'emmener pour que tu reprennes ton sport correctement sans risque, même si, on va pas se leurrer, il y a toujours un risque. Mais une fois que la personne, elle a plus mal, elle pourrait se dire dans sa tête, ah, moi j'ai plus mal, au revoir. Mais au final, comment tu peux prolonger? Parce que la réalité, c'est ce que tu viens d'exposer, c'est une fois qu'elle a plus mal, maintenant il faut repousser les capacités. Il faut l'expliquer de manière effective, comme tu viens de le faire, Ok. mais en plus simplifié. Et c'est là où... non, c'est ça. L'art du coaching, c'est l'art de la communication. Mm. Ok. Donc tu dois expliquer à cette cliente et lui dire, écoute, Suzy, là, on est sorti de la phase de la douleur, mais si tu retournes à ton activité, eh bien, on va revenir à la case départ. Tu vas te blesser. Parce que tu vas te retrouver dans la même position. Ça fait partie de ton sport. Maintenant, il faut continuer ce processus de réathlétisation. Avec moi ou sans moi. C'est important de mentionner ça. Ok. Ok. Mais il faut Intéressant. que tu continues ce processus-là. Ok. Si tu veux, je vais être la personne apte à te guider, mais il faut absolument que tu puisses continuer ça. Parce qu'on veut créer cette fameuse marge de sécurité. Et tu peux utiliser tes mains comme je viens de le faire, c'est très imagé. Ouais. Hey, avant, tu étais là, tu t'es blessé là. Là, on est plus ou moins à ça. Si tu risques de te reblesser et de te retrouver dans la même position. Là, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est créer cette marge de sécurité. Ça va demander un peu de travail spécifique, etc. Et là, si tu es un coach qui est business savvy, eh bien, tu vas dire, hey, éventuellement, si la personne montre de l'intérêt, écoute, il y a plusieurs options d'aborder le tout. Je suis conscient que peut-être si la personne te dit, ouais, mais c'est un budget, etc. Ok, écoute, je vais aller dans ta direction, je vais essayer de t'aider. On peut faire un suivi en ligne, par exemple. Voilà. Hey, écoute, je vais te faire une programmation, je sais que c'est un peu compliqué pour toi. On fait une programmation, tel prix. Au moins, ça va t'aider à continuer. Il faut que tu puisses offrir des options et des alternatives à tes clients. C'est ça. Tu peux pas la forcer si elle n'a pas le budget à venir te voir 3 fois dans la semaine. Ouais, totalement. Donc toi, ce que tu dois dire, c'est ok, je vais te trouver, j'essaie de traduire en anglais, je vais te trouver là où tu es. C'est comme ça qu'ils le disent en anglais, en gros, mais ça a du Dis-le en sens. anglais. Hein? Dis-le en anglais. So I'm gonna meet you where you at. Tu vois? C'est-à-dire, en gros, tu vois, ça veut dire, hey, t'es là, je vais te retrouver là. Ouais. Ok. Je vais te proposer quelque chose qui te convient en fait. En d'autres termes.
Je vais te proposer quelque chose qui te convient. C'est ça. Ok. C'est bien tout ça. Ouais. Et du coup, tu as une question, Nathan, vas-y. Moi, j'ai une question. Du coup, c'est la suite de ce qu'on avait prévu. Et en fait, j'ai eu envie d'en parler dès le début parce que tu as fait tellement d'allusions à ça. C'est aujourd'hui, tu vois, c'est difficile. Pas nous en tant que coach préparateur physique, mais auprès des clients, d'avoir la légitimité de traiter la blessure de quelqu'un. Ouais. Parce que dans le parcours de soins, tu vois, tu dois passer par un kiné, par un médecin, et du coup, comment nous... En fait, tu l'as même dit tout à l'heure, c'est que nous, au final, on est toujours le dernier, le dernier à récupérer la personne. Ouais. La personne, elle doit Une fois qu'elle est déçue, en gros. La personne, elle doit être désespérée pour venir nous voir. Ouais, c'est ça qui est triste. Story of my life, les gars. C'est l'histoire de ma vie, ça. Et moi, quand j'ai des gens que je signe en rehab, franchement, je suis trop content. Ouais. Je me dis vraiment, là, c'est limite... c'est vraiment à nuancer, mais limite, je me dis, faut que ces personnes-là, je donne encore plus d'attention pour leur offrir le meilleur des services, parce que eux, ils sont blessés, ils veulent ne plus être blessés. Ouais. Et ouais, comment tu fais? Tu vois, tu peux pas, comme on dit, don't hate the player, hate the game. Tu vois, c'est ça en gros. Tu peux pas en vouloir. C'est le jeu. Tu vois, c'est le jeu. Tu peux pas en vouloir au jeu. On est où on est. Et ça demande une certaine réputation pour arriver au stade où les gens viennent vous voir. Aujourd'hui, j'ai cette réputation. Grâce à toutes ces années de travail, etc. Et comme vous, toutes ces années de frustration. C'est pas venu du jour au lendemain. Les gens me voient classe de mobilité. Mec, moi j'étais en 2016-2017, je faisais mes classes de mobilité. Il y avait 4 personnes. Mobilité, il n'y a personne qui parlait de mobilité. Tu vois? Donc là, tu me vois, il y a des centaines de personnes, des centaines de coachs qui viennent. Mais il y avait 4 personnes. D'ailleurs, salutations à toutes ces personnes qui me font confiance depuis le début. Mais c'était pas populaire. Tu comprends ce que je veux dire? Et alors, comment on approche le tout? C'est ça la vraie question. C'est où tu pars? C'est quoi le point A, le point de départ? Eh bien, c'est très simple. Je le dis tout le temps. Vous devez donner aux clients ce dont ils ont envie et également ce dont ils ont besoin. 80-20. Exact. Au début, le client, il ne sait jamais ce dont il a besoin. C'est pour ça qu'il y a un professionnel. On est les pros, on sait. Nous, on sait. Mais attention, il faut être subtil dans cette approche. Si tu viens et tu enlèves complètement ce dont la personne a envie pour donner que ce dont elle a besoin, elle va aller voir un autre professionnel. Ouais. Parce qu'elle n'a pas créé ce lien associatif entre ses besoins et toi. Elle a peut-être créé ce lien associatif entre ses besoins et un autre professionnel de la santé. Ça a du sens? Donc toi, ce que tu dois faire, c'est gentiment introduire cette idée-là que tu es compétent dans X, Y, Z. Et c'est ça. La personne vient te voir pour une perte de poids, mais elle a mal au dos. Hey, on va s'occuper de la perte de poids. Hey, mais tu sais, on va commencer un peu avec du travail pour ton dos, etc. Bam, 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 bam. Et petit à petit, la personne, mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire, putain, je me sens mieux. Ah ouais, le dos là, je me sens vraiment bien. Ouais, tu sais, j'ai beaucoup de clients avec les mêmes problèmes que toi. Ça fait des années que je suis formé dessus. C'est d'ailleurs une de mes spécialités. Tu vois? Ah, ok, non. Et petit à petit, même la dynamique va changer. Peut-être que la personne va vous engager pour avoir ce dont elle a besoin, plus que ce dont elle avait envie. Ou sa compréhension ou l'association, je dirais, du métier de coach avec ce que ça peut créer va complètement changer. On va dire, ah ouais, en fait, c'est mon référent, si on veut, santé. Il peut s'occuper de moi pour plein de trucs. Je n'avais pas idée il avait ces connaissances-là. Et je sais qu'il peut me référer à un autre professionnel du sport et de la santé parce que son spectre de connaissances est tellement vaste que ça sera la personne pour me guider. Parce qu'au final, et c'est pour ça que je dis tout ça, c'est pour ça que je parle d'hormones, que je parle de mobilité, de blessures, etc. Parce que quel autre professionnel... C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi il faut prendre ce métier sérieusement. Quel autre professionnel du sport et de la santé voit son client / patient 3, 4, 5 fois par semaine, 1 heure? Qui d'autre? Aucun. Vous avez 4 heures pour la dissertation. Okay? Personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une grosse responsabilité d'être assez calé pour dire « Hey, voici comment on doit approcher la situation. Voici chez qui je dois te référer. Je suis calé sur ça, je ne suis pas calé sur ça. Je suis calé sur ça et tu ne le savais pas. Et je vais t'offrir des résultats là-dessus également. » Ça a du sens ce que je dis ou pas? Ouais, et on a même l'aspect en plus même que les autres professionnels de santé. Parce que pour moi, un coach, c'est un professionnel de santé. Je le dis tout de suite. Absolument. Les gens qui disent vous êtes professionnel du sport, on est professionnel de la santé aussi. Ouais. Et on a un aspect en plus sur ces 4-5
heures que tu vois potentiellement la personne dans la semaine, tu as un aspect relationnel qui, avec un autre professionnel de santé, la personne n'a pas. Quand tu vas voir un médecin, ton médecin, c'est bonjour, au revoir, 70 €, salut. Ouais. Alors 5 qu'au minutes la final, consultation. voilà, 5 minutes. Alors que nous, on voit la personne, on parle. Maintenant, avec les réseaux sociaux, bah, tu peux avoir des appels plus régulièrement dans la semaine, Exact. des messages. Donc cet aspect relationnel, il est encore moins laissé de côté parce que Exact. au final, la personne qui te traite ou qui t'observe 30 minutes, elle va avoir certaines informations. Mais moi, je te traite 1 heure ou 2 ou 3 dans la semaine. Et en plus de ça, je te parle 10 heures sur les réseaux sociaux. On s'appelle une fois par semaine 30 minutes. Ouais. Et en une semaine, ça fait rien. T'as des relations 2 bizarres semaines, quand ça 10 fait heures rien. de réseaux Non. sociaux avec tes clients. Non, mais C'est quel genre de client, Gianni? Non, Je non, ne sais non. pas. Mais tu comprends, mais sur du long terme, ça fait 1 heure plus 1 heure plus 1 heure. Exact. Et bah, c'est beaucoup plus que le médecin que tu as vu 30 minutes. Et ça, c'est pas du tout ancré dans la pensée collective, en fait. Non. Il y a aussi l'aspect relationnel. Et on en revient au début du podcast. On a 1 heure de coaching, mais si tu apprends à connaître la personne dans les 23 autres heures, bah, tu peux adapter encore mieux le stress pendant l'entraînement. Exact. En fait, tu as une évaluation qui est beaucoup plus globale Voilà, que la plupart des autres professionnels Ouais. de sport et de la santé. exactement. Aussi simple que ça. Global, c'est Parce ça. que tu sais que c'est pas qu'une variable qui va changer les choses. Mais tu sais que tu connais les autres variables, Ouais, au moins. totalement. Ou une grande partie de ces variables, peut-être pas toutes. Tu vois, Ouais, tes clients, c'est comme ça. Tu développes cet aspect relationnel, ils vont te dire mais tu sais, j'ai aussi ça, j'ai aussi cette maladie, et j'ai aussi ça à la maison qui va pas. Ça. Hey, exactement. ok, on va établir une liste de priorités. Tu vois, Totalement. et tu changes peut-être ta programmation en fonction de ça, parce que ces autres variables sont très importantes. Parce qu'au final, tu vas voir le médecin, tu lui dis je suis tombé malade, j'ai une grippe, il va te donner le truc pour traiter la Exact. grippe. Mais la cause, Exact. c'est quoi la cause? Si ça. ça fait 1 mois que tu t'engueules avec ta femme tous les jours et Exact. que ton fils il fait des conneries et il te ramène des trucs que t'aimes pas voir, Ouais. enfin, automatiquement tu vas tomber malade. Il y a tellement de trucs. Alors ça, ils en parlent pas aux médecins, mais nous, au final, au fur et à mesure, t'as un peu cette relation amicale. Il y a même Absolument. je pense, t'as peut-être des clients ou des athlètes avec qui t'es devenu ami, non? Super. Jamais. À fond. Quasiment Ok. tous mes clients, c'est mes amis. Ouais, voilà, c'est. Moi, ça m'étonne pas. En gros, le mec, il a 10 000 amis. Non, mes clients, j'ai une poignée de clients avec qui je travaille régulièrement, et certains athlètes avec qui je travaille depuis des années, ça y est, on a une relation amicale, oui. Ouais, voilà, exactement. c'est ouf. Ouais. On passe à la partie. Ouais, juste avant, pour finir, parce que c'est une question que c'est toi qui m'a exposé, mais au final, ça m'intéresse. Est-ce que pour toi, tu penses qu'on peut vivre seulement grâce à la rehab? Ouais. Avoir un business seulement axé sur la rehab? Même si, oui, il faut avoir 7 revenus différents, nanani, nanana. Parce que c'est éphémère en fait. C'est que la personne, Ouais, voilà, aujourd'hui, dans la pensée collective, à partir du moment où t'as plus mal, c'est bon, t'as fini. Et puis, même si au pire des cas, tu as une personne un peu plus poussée, tu as bien fait ton business, elle va mieux, tu la ramènes à son sport. Une fois qu'elle peut aller à son sport, elle revient te voir que quand elle est blessée ou c'est Ouais. tout. Bah, c'est ce que vous dites, c'est est-ce qu'un kiné, en gros, peut vivre de son truc? Pas faux. Ouais, sauf que un kiné, c'est pas en mode victime que je dis ça, mais Ouais. un kiné, du coup, bah, il sait que les gens vont aller vers lui direct. Mm. Et en plus de ça, le coût pour les gens est quand même vachement. Il y en a pas en fait. Ouais, je il n'y sais a pas de coût. Je sais pas comment En c'est, France, nous, il n'y a pas de coût, quasiment. Ouais, c'est En Suisse non plus. quasiment tout est remboursé. Donc, bah, c'est aussi pour ça que c'est plus simple d'aller voir un kiné, tu vois. Ouais. Alors que quand tu dois payer ta séance de coaching Ouais. 100 balles, Ouais. 4 fois par semaine, Ouais. ça C'est pas pareil. Bah, ça rejoint la question c'est d'avant. compliqué, mais- ça peut fonctionner si tu as assez de volume. C'est que si tu pas assez de volume, bah, c'est clair que ça va pas fonctionner. C'est clair. Ouais. Mais après, encore une fois, si tu vois la réhab comme un continuum, Ouais. c'est là où c'est différent. Mais c'est Limite, clair tu peux... que c'est pas soutenable si tu penses que hey, les gens vont venir te voir pour des trucs de 2 mois où au final, la plupart des trucs qu'ils doivent faire sont des trucs à faire à la maison. C'est pas soutenable. Je pense pas que ça le soit. Je pense pas. Ok. Merci pour cette réponse. Ah ouais, franchement, c'est simple, mais c'est efficace. On passe du coup sur la partie. Ah ouais, on passe sur la questionnaire. partie question. Le petit... Let's go. Hein? Let's go. C'est pour, Le pour petit clôturer, shaker du processus talk. pour clôturer un peu ce podcast. Je commence, tu poses Vas-y, pour vas-y. chacun notre tour, ok? Ouais. Du coup, est-ce que tu as une perf dont tu es super fier ou une perf récente ou... Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Une barre que tu as liftée, n'importe quoi. Une perf à toi. Non, moi, Genre là, il n'y a rien qui te vient en tête. non, moi, ce que je pense, où moi je suis fort, je pense quand je me compare aux autres gens, même aux gens qui sont forts, moi je suis très fort sur les exercices unilatéraux et genre fente,
un truc comme ça, je trouve que je suis pas mal, tu vois. Par rapport au standard. Je vois des gars qui font des 200 kilos et quelques au back squat. C'est loin de moi, mais ils font des fentes à 80 kilos, tu vois. Et moi, je peux faire des fentes à 160 kilos, tu vois. Je fais des... Là, je reviens, tu vois. Donc là, j'ai fait l'autre jour à 140. C'était dur, mais c'était la dernière série. Je sais que 140, je bang facile. 6 reps, fente arrière, levée, élévation de 15-20 cm. Je fais des fentes bulgares à des 150, facile. Donc ça, je pense que c'est marrant, mais moi, je ne le réalisais pas, en fait. C'est quand les gens me commentent, ils me disent « Ah ouais » et tout. Et j'ai vu des gens qui, justement, étaient très forts avec des exercices bilatéraux, deadlift, tout ça. Squat. Moi, je ne suis pas très fort en squat. C'est mon lift le plus faible, vraiment. Derrière le bench. En termes de nombre. Ouais. Non, Là, je mais rigole. pas loin, en fait. Pas loin. Ok. Tu vois, je peux être presque autant que ce que je squatte. C'est peut-être la honte. Ouais, là, ça peut... Mais en fait, c'est parce que pour tout ce qui est... moi, j'ai toujours été un grand fan de travail unilatéral et divisé. Donc, je pense que j'ai mis plus l'accent dessus que les squats, etc. Et les squats, à l'époque, j'avais des problèmes de genoux aussi. Donc, avant que je m'attarde dessus, qu'on n'a plus, ça marche sur nous, ça marche aussi. Et bien, c'est ce qui fait que j'ai peut-être été un peu à la traîne par rapport au squat. Mais... Moi, j'ai pas la même définition du terme fort, en fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le fort est quantifié à travers des nombres arbitraires. Oui, On totalement. dit tu dois faire 2 fois ton poids du corps au back squat, 2 fois et demi ton poids du corps au deadlift, 1 fois et demi ton poids du corps au développé couché. Et pour moi, c'est des conneries, en fait. Ça a été influencé par les powerlifters qui ont déposé leurs standards. Et pour moi, c'est pas représentatif du terme fort. Aujourd'hui, encore une fois, si tu prends un combattant, il va te soulever et te jeter dans les airs. Et il soulève peut-être pas 2 fois son poids du corps au deadlift. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas représentatif. Et fort, quoi. C'est-à-dire que tu es très fort à un back squat, mais quand tu fais une fente, tu arrives à lever que 40 kilos. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais ton back squat à 250, mais tu as une fente à 40 kilos, 50 kilos. Pour moi, c'est pas fort. Et encore une fois, c'est relatif à ce que tu vas utiliser comme filtre. Mais moi, je me trouve fort quand je fais un grand écart et que je prends de la charge externe sur mes grands écarts. Quand je fais un grand écart Van Damme entre 2 box et que je prends 40 kilos, je me trouve fort. Tu vois? C'est pas un grand écart latéral, c'est un grand écart Van Damme. Ouais, et un grand écart, exact. Les Van Damme, comme ça, les gens connaissent. Mais le grand écart latéral, du coup, là, je parlais du facial. Mais Oui, le grand oui, écart facial, latéral, pardon, je le fais. excuse-moi. Le grand écart latéral, je le fais encore aujourd'hui. J'ai mis 2-3, la terre est tombée, j'ai pas bien filmé. Mais je le fais facile avec eux. C'est plus une question d'équilibre. Ouais. Mais je le fais facile 50 kilos maintenant à froid. Tu vois? Je le fais. Mais encore une fois, t'es fort, tu fais un back squat à je sais pas combien, mais tu peux pas faire un 6 squat avec les genoux qui Ils vont sont en avant parallèles, des qui vont orteils. légèrement C'est en avant de dangereux, tes les genoux orteils. en avant des Exactement. orteils. Donc, ces termes-là sont relatifs, encore une fois. Et je pense pas qu'on doive se limiter à ces nombres arbitraires. Ok. De toute façon, la mentalité, c'est juste Eh. plus jamais faible. J'adore avec Kevin. Ouais, plus jamais faible au passage. Mais avec Kevin, tu poses une question. Quelle est ta perf? Il dit de toute façon, les chiffres, c'est nul. Il y Je a m'en bats personne les qui est couilles, moi. fort. On va parler crash. On t'a juste demandé Non, une non. perf dont t'étais fier. Non, justement, mais Donc, pas de problème. Moi, je vois pas le truc comme ça. Je regarde pas les nombres, en fait. Non, mais en fait, vraiment. du coup, si on résume, toi, ce que tu te sens fort et dont t'es fier, c'est l'unilatéral. En gros. Mais genre, t'es pas fier de toi, on dirait là. Mais ça peut être en dehors de la salle. Ouais, ok. vraiment, Ça peut, être, ça ça se peut trouve. être une compétition que t'as fait. Tu vas me ça dire, peut j'ai être- monté l'Everest, tout le monde va la prendre là, tu vois, ça se trouve. Genre Non. une perf dont toi, t'es fier. Simplement. T'es fier de rien. Moi, je suis. Non, je suis. Même si c'est dans ton Perf business. sport, relatif au sport. ou Non, pas même pas. T'as du mal. Donc on va te laisser. Non, même mais si c'est ça. dans Non, le business. il faut me guider. Parce que si on me dit c'est sport, est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est Nous, le on relationnel? voulait C'est dans le quoi? sport. Genre une perf dans le sport. Genre là, par exemple, moi, je prends un exemple. Je suis content parce que la semaine mardi, là, j'ai fait un clean à 90 kilos. Voilà. Ok. Ça, j'en suis fier. Ok. Quelle est une perf que toi t'aimes? Moi, mes perfs, c'est que j'ai réussi à prouver à beaucoup de personnes, dont beaucoup de professionnels de la santé, qu'ils avaient tort par rapport aux limitations qu'ils m'ont attribuées. Let's go. On l'a eu. Voilà. On l'a eu. Ok. Ok. Bah, franchement, c'est quand on te connaît et qu'on écoute tous tes podcasts et tout, Ouais. ouais, au final, il ment ça fait jamais. sens. Il répète juste. Deuxième question. Est-ce qu'il y a une personne dont tu admires le processus, parce qu'on est sur le processus talk, genre processus de vie, processus de pensée, une personne dont tu admires? Quelque chose qui a accompli quelque chose avec un processus assez stylé, Ouais. tu vois. Par exemple, Saverio qui a commencé dans la rue et aujourd'hui il a fondé un empire avec Keep Up. Il y a plein
de personnes business qui sont admirables de ce point de vue-là. Et si tu dois en sortir une, Une qui te parle beaucoup, qui est, tu vois. genre là d'un coup. Il a mis une colle. Ouais. C'est très dur hein, parce que en fait, tu m'as guidé dans plein de trucs. Tu as dit processus de pensée et processus de parcours. C'est des choses qui sont complètement processus différentes. de parcours. Parce que c'est large. La question elle Ouais, est large. C'est vraiment. Non, Nous, parce même que si tu veux- me dis par exemple de penser, moi, un gars que j'admire, c'est un de mes auteurs préférés, c'est Nassim Nicolas Taleb. Oui. Donc lui, Ok. j'adore sa pensée. capacité à penser de manière critique et avoir des choses qu'on n'arrive pas à voir dans des informations banales en fait. Et donc ça, j'admire ce côté-là. Système 1, système 2. Non, ça c'est Daniel Kahneman. Ah, c'est pas Ouais. le même? C'est pas Ok. le même. Ouais. Moi, je connais pas. Donc ouais, lui, Nassim Nicolas Taleb, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant de ce côté-là. Niveau processus de pensée, ouais, j'aime beaucoup. Après, j'ai plein d'influences. Hein. Moi, j'aime bien Jordan Peterson. Après, il y a plein de personnes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Patrice Lumumba aussi. Ok, question suivante. Ouais, next. Non, mais en vrai, Non, il y a beaucoup que c'est il y a intéressant. beaucoup que j'aime, mais sur différents. Il y a personne qui englobe Oui. ce à quoi j'aspire. Ouais, c'est pour ça que nous, en fait, là, Voilà. j'étais un peu Ouais. perdu, mais Ah. c'était le mot, c'était processus. Donc, en Ouais. fait, le processus que tu veux. Mais du coup, ouais, t'as bien défini. À toi. Troisième question, est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes ou des collègues que tu consultes quand tu as besoin d'aide, que tu vas avancer ou etc. Avancer dans quoi? Les gars, faut être pressé dans la question. Ah, parce que- si tu veux avancer dans ton travail, t'es perdu dans ton business, Ouais, dans ton travail. bise. Moi, je collabore beaucoup avec Sally, ma coach assistante, qui était à l'époque qui était ma mentee. Aujourd'hui, c'est ma coach. On est au même niveau, tu vois. Je le vois comme ça. Et ses conseils sont très précieux. Et j'aime beaucoup échanger avec elle. Quand j'ai des doutes, j'aime bien avoir son avis sur le côté professionnel, programmation, des trucs comme ça. Elle m'apporte beaucoup. Ouais. J'aime bien avec le côté professionnel. Maintenant, côté vie, de manière générale, j'ai mon meilleur ami qui s'appelle Angel. Shout out à Angel. Et lui, c'est toujours une bonne personne pour de la conversation plus poussée. Donc, quand j'ai besoin je suis un peu perdu, c'est mon gars pour ça. Il sait me guider, en fait. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Et quand tu as besoin d'être guidé, en fait, tu n'as pas besoin vraiment d'être guidé. Parfois, tu as besoin juste d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute. Ouais. Donc, Angel, c'est mon gars pour ça. Et c'est pas pour rien que c'est mon frère, quoi. Il se livre. Sympa. Quatrième question. D'après toi, dans le monde du sport, qu'est-ce qui manque le plus aux coachs actuels, genre en termes de savoir, compétences, moyens quel sujet n'est pas assez abordé, quoi? Le programme mentorship de Kevin Ferrac, alias K-Swiss. Je l'ai dit, je vais pas le retirer. Je suis persuadé, moi. Je suis persuadé que si tu fais mon programme mentorship et que tu appliques et que tu prends ce qu'il y a à apprendre, tu laisses ce qu'il y a à laisser et que tu exécutes, tu pratiques sur toi. Donc en gros, il manque, si on... Le programme mentorship. Tout ce que Ouais, t'apportes. mais il manque une pensée manque- systémique. Il manque une pensée systémique, quoi. Voilà, exactement. Ou plutôt Ok. un peu de ma pensée systémique. Ok, faut dire les termes. Du coup, on a déjà un peu répondu à ça, mais quel autre sujet, parce que là, on a parlé que de ça, de sport, de prépa physique, quel autre sujet te passionne? Moi, il y a plein de trucs qui me passionnent. La finance, ça me passionne. J'aime beaucoup la finance, parce qu'au final, c'est lié à la psychologie de l'être humain. Ouais. La psychologie de l'être humain, en soi, ça me passionne. D'où l'idée d'avoir lu ces livres de Daniel Kahneman, entre autres. Et ouais, l'histoire, ça me passionne. J'ai pas assez de temps à y consacrer, mais ça, je pense que ce sont les trois trucs qui me passionnent. Tu vois. Je trouve que si on connaît nos faits historiques, eh bien, ça nous permet de mieux nous positionner, surtout de manière générale. Donc, j'aime bien revenir sur certains faits historiques pour mieux comprendre certaines situations. Et si vous écoutez parfois mes podcasts, eh bien, je mentionne certains faits historiques, en fait. Liés au sport, comment l'haltérophilie est arrivée, ok, pourquoi on pense ça, c'est parce que ça arrivé de cette façon-là, etc. en fait. Puis tu parles beaucoup de la théorie de l'évolution aussi. Au final, c'est historique, ça. Exactement, ouais. La théorie de l'évolution, c'est ça. Tout a un début, j'ai envie de dire. Tout a un début. Même ta façon de penser, d'agir, c'est un début. C'est ton histoire. Tu agis de la façon dont tu agis parce que tu as
Tu as Parce que j'ai une été histoire. programmé Ouais, c'est vrai. à cause de ton histoire ou grâce à ton histoire. Ah, c'est deep, hein. Ah, Non, mais ça, si on voulait c'est. faire des mais- podcasts deep. Moi, j'aime les conversations deep. Ça me passionne. Ah Voilà. ouais, Moi, mais j'aime là, les on conversations pourrait- deep. Voilà. Ouais. C'est ça, Bah, moi, c'est ça qui me on On, a se passionne. bien retrouvera, reçu- on se retrouvera pour un autre Ouais. épisode, ok? Avec plaisir. Puis en plus, on a bien vu que t'aimes bien les bonnes conversations, quoi. À fond. Dernière question. Après, on te laisse tranquille. Yes. Franchement, c'est une question un peu ultime. Ouais. Mais comment toi, Kevin, tu vois l'avenir de la préparation physique? De notre métier. Ouais, notre métier. Qu'est-ce que là, genre si t'as deux jeunes de 24-20 ans et que tu veux que ces deux gars-là, dans 10 ans, ils soient comme toi à l'heure actuelle, que nous, on est 32 ans et qu'il y a deux mecs de 20 ans qui nous demandent un podcast, Ouais. comment il faut qu'on fasse pour devenir comme toi, quoi? Enfin, tu vois quoi l'évolution de la préparation physique? Préparation physique ou coaching, de manière générale? Le monde du sport. Le monde de... Voilà. Ouais, je suis pressé, moi, hein, parce que les mots. Ouais, non, mais par exemple, Ouais. dans le podcast de ce matin, là, tu parles de la pilule danoise, là, Ouais, en gros, qui fait maigrir. Ozempic, ouais. Voilà, Wegovy. exactement. Est-ce que tu penses que ça a un avenir? Enfin, voilà. Comment toi, tu vois l'évolution du coaching? Ok, En du- ligne, en présentiel? Ok, du sport et de la santé de manière générale. Voilà, en gros. exactement. Tout est interlié. Moi, je pense que la santé des gens va continuer à se dégrader. Je pense qu'on va devenir plus obèse. Je pense que on va moins bouger. Donc ça va continuer dans cette situation-là. Je pense qu'il y aura des alternatives qui vont avoir lieu, comme des médicaments, etc. Je pense qu'il va y avoir un shift dans les mentalités de manière générale, où on va prioriser l'entraînement en salle de la musculation. Alors qu'avant, on faisait des recommandations, par exemple, hey, il faut juste aller nager ou faire du cardio, un truc comme ça. Je pense que la musculation, le renforcement général va être une des recommandations médicales. Je pense que les coachs vont être plus valorisés parce que ça va main dans la main. Et je pense qu'il y a des opportunités dans le coaching parce que on est dans le monde du service. On a le côté humain et relationnel, et que le côté humain et relationnel va être de plus en plus perdu avec les nouvelles arrivées technologiques, avec l'intelligence artificielle, etc. Et que les gens vont avoir besoin de gens comme nous. Ils vont avoir besoin de gens comme nous pour le côté relationnel, et vont avoir besoin de gens comme nous parce que, au final, malgré le fait que l'évolution technologique aille très vite, notre évolution biologique ne suit pas le tout à la même vitesse. C'est-à-dire qu'on aura les mêmes problèmes. Notre corps a évolué ainsi sur des milliers et des milliers d'années. Ça va prendre des milliers et des milliers d'années éventuellement pour qu'on s'adapte à ces nouvelles technologies qui sont sans cesse en train d'évoluer. Et du coup, on aura encore plus de douleurs au dos, douleurs aux articulations, etc., etc. Donc je pense que pour moi, c'est quelque chose de positif et que seuls les plus compétents vont pouvoir en faire une carrière. Donc c'est pas radieux pour l'humanité, mais c'est plutôt cool pour nous, pour nos bises. Exact. Et comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ouais, mais c'est dommage d'en arriver à ce stade-là, même, je trouve. Enfin, même si tout le monde serait en bonne santé, tout le monde devrait avoir un préparateur physique. Quand j'étais plus jeune, même si je suis pas très vieux, je disais à moi, à mes parents et tout, je disais, en fait, je comprends pas pourquoi on a tous un médecin généraliste et pourquoi personne n'a pourquoi pas tout le monde n'a un préparateur physique, juste un coach sportif. Ouais. Je peux t'assurer que si demain tout le monde a un préparateur physique, il Ouais. y a beaucoup de médecins généralistes qui touchent le chômage. Ouais. Je pense. De toute façon, il y a plein de médecins généralistes qui vont sauter avec l'intelligence artificielle. Ben, Ouais. tu pourras clipper ça. Moi, j'ai dit ça déjà, il y a un séminaire, quand j'ai fait un séminaire à l'hôpital de la Tour, et je disais ça. Je disais des trucs qui se passent maintenant. Et je l'ai dit entre autres parce que j'avais lu le livre de Yuval Noah Harari. C'est pas moi, je suis pas cet être surhumain qui est super intelligent. J'interprète des informations. C'est ça, aujourd'hui, tu auras des applications qui vont faire en sorte que hey, tu n'as plus besoin d'aller chez ton médecin généraliste. Mais Parce que peut-être- l'application, ils ont testé ça récemment. J'ai vu un article d'ailleurs. D'où l'idée de la finance qui me passionne parce que ça relie tout en fait. Ils ont testé en gros l'intelligence artificielle versus les médecins, et l'intelligence artificielle commettait beaucoup moins d'erreurs que les médecins sur les recommandations à donner Mais aux les patients. médecins, ils vont nous dire, mais c'est pareil pour vous, les préparateurs physiques. Non, Pourquoi? parce que le médecin a un processus qui est plus algorithmique. Ouais, c'est Ouais, vrai, ouais. total. Et c'est pour ça que moi j'enseigne l'individualisation au maximum. Parce que Toi, c'est trop complexe. Ouais, c'est un système de pensée, C'est ça. et après, c'est toi
ton expertise, là, tu dois tout réajuster par rapport à l'individu que tu as en face de Voilà. toi. Et c'est pas, il y a des médecins qui tombent moins dans ce processus de pensée algorithmique, parce qu'il y a des très bons médecins. Et le problème, c'est que souvent, je dirais peut-être des médecins, c'est que généralistes, la plupart des cas, c'est que vu que leur temps est limité, ils sont obligés de penser de manière algorithmique. Ça a du sens ? Mhm. Ouais, bah ouais. Totalement. C'est ça. C'est parce que le temps est limité. Et ils ne vont que pousser la réflexion plus loin de manière un peu plus individualisée si la réponse algorithmique n'a pas fonctionné dans un premier temps. Ça a du sens ce que je dis ? Ouais, c'est ça, ouais. Totalement. C'est ça en fait. Et en fait, t'as toujours un temps de retard. En gros, c'est comme si nous, dans ta pensée à toi, à chaque fois, tu disais faut mettre de l'isométrie. Tu mets de l'isométrie, ça fonctionne pas. Bon, allez, je vais me creuser le cerveau. En gros, ce serait ça. C'est exactement ça. Et malheureusement, parfois, c'est trop tard. Ouais, C'est ce qu'on ouais. appelle les erreurs médicales. Tu vois ? Et quand je dis un bon coach, ça va durer, les bons coachs vont réussir. Parce que les bons coachs vont réussir à ne pas tomber dans ce processus algorithmique que l'intelligence artificielle va utiliser. Parce qu'on est des humains au final. Algorithmique et générique, même algorithmique, je sais pas si le terme est exact, mais on s'est compris. Oui, totalement. Donc c'est ça en fait. Si tu arrives à individualiser au maximum le tout, et bien là ça devient très dur de faire une compétition avec toi. Très 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 dur. Bon bah voilà, c'était le podcast de tes deux coachs préférés avec leur coach préféré. Merci les gars, ça fait plaisir, c'est un honneur. Franchement, merci Kevin. Merci de ouf. Plaisir les gars. Merci pour ton temps, on va te mettre en retard pour le dîner. Ouais. Pas de soucis, force à vous, bon courage pour la suite, c'est tout ce que je vous souhaite. Pour ceux qui connaissaient pas Kevin, allez le suivre sur ses réseaux. Tout sera dans la bio. Ouais, on vous mettra les podcasts dans lesquels il intervient pour que vous allez voir son parcours, parce que ça a été une discussion un peu intense quand même. J'ai le cerveau, mais je suis fatigué. Kev, t'as un mot à dire aux auditeurs ou pas ? Non, les gars, merci à tous les auditeurs qui soutiennent, qui suivent régulièrement. C'est toujours apprécié, c'est un honneur. On va continuer à prêcher la bonne parole et à vous représenter de la bonne des façons. Ça me tient à cœur. À rester nous-mêmes, rester qui on est, c'est le mot d'ordre. Et à partager avec amour et passion. Voilà, suivez-nous tous sur tous les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Un petit 5 étoiles et à bientôt. Ciao. Peace.